Bonsoir Carole. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette émission exceptionnelle, les 30 histoires les plus mystérieuses. Avec cette nouvelle émission qui va une nouvelle fois vous surprendre, des coïncidences inouïes que personne n'aurait pu imaginer, des énigmes souvent ignorées, jamais résolues. Ou encore des phénomènes inexpliqués apparus souvent près de chez vous et qui vont vous stupéfier, ou des faits authentiques de la vie quotidienne, des événements qui dérangent. À chaque fois, nos équipes ont enquêté avec impartialité, mais d'abord le sommaire. Cette femme possède un don redoutable. Elle est capable de dessiner des portraits robots criant de ressemblance. Mais le plus étrange, c'est que les victimes n'ont jamais vu leur agresseur. 1912, le Titanic devient tristement célèbre en sombrant dans l'Atlantique. Une histoire imprévisible, sauf pour cet homme. 14 ans plus tôt, en 1898, le romancier Morgan Robertson écrira mot pour mot la tragédie de ce bateau de légende. Depuis 2500 ans, les lignes de Nazca intriguent. Les dessins qu'elles représentent ne sont visibles que du ciel. Personne ne sait comment, par qui et surtout pourquoi elles ont été tracées. James Dean, un mythe du cinéma américain. En 1955, il est victime d'un accident mortel au volant de son bolide. Depuis, toutes les personnes qui ont acheté des pièces de la voiture périssent les unes après les autres. Le 23 décembre 1998, une image bien étrange fait la une des journaux télévisés. Un fantôme aurait été filmé par les caméras de surveillance du musée de Belgrave Hall en Angleterre. Suite à une grave maladie, cette femme est restée alitée toute sa vie. Mais le plus surprenant, c'est qu'elle aurait vécu pendant 50 ans sans boire ni manger. Belmez, au nord de l'Andalousie. Dans cette maison, des visages se dessinent sur le sol de la cuisine. Depuis 30 ans, personne n'a pu trouver la solution à ces curieuses apparitions. On commence tout de suite par une histoire incroyable. Nous allons vous présenter celle qui fait trembler tous les criminels aux États-Unis, Lois Gibson. C'est une femme bien tranquille, ni superwoman, ni Carole Rousseau, ni experte en police scientifique. Elle pourrait, hein? Son arme secrète est aussi simple et inoffensive qu'un crayon. Oui, et pourtant, grâce à cette femme apparemment comme les autres, vous le disiez, Jacques, en parlant de moi, merci, le FBI a pu arrêter plus de 1000 dangereux criminels. Alors, Lois Gibson possède tout simplement un don sans doute unique au monde. Ces portraits robots sont fascinants de ressemblance. Et pourtant, les victimes de ces dangereux criminels n'avaient jamais vu leur agresseur. Sans aucun indice physique, Lois Gibson est capable de deviner ces visages avec une incroyable justesse. Un talent mystérieux qui lui vaut une renommée mondiale. On l'affuble d'un surnom qui est celui de con artist, qui pourrait se traduire par l'artiste des criminels. Janvier 1991, Paul Bison, officier de la police de Houston aux États-Unis, est blessé à la suite d'un simple contrôle de routine. Lorsqu'il a été à 3 ou 4 mètres de moi, il s'est mis à tirer. Le policier n'avait pas vu son agresseur qui lui a tiré dans le dos. Et pourtant, quelques jours après, le criminel est déjà sous les verrous. La responsable de l'arrestation, c'est cette femme, Lois Gibson. C'est une femme vraiment étonnante, elle a un don. Elle est capable de capturer l'apparence même de chaque individu. Lois Gibson ne va pas sur le terrain, ses seules armes sont ses crayons et ses pinceaux. Cette détective, pas comme les autres, obtient des réussites impressionnantes. Il est indiscutable que Lois Gibson a un plus par rapport à d'autres types d'enquêteurs. Ses dessins, ses portraits robots ont quand même permis l'arrestation de 1069 criminels sur à peu près 3000 cas sur lesquels elle a pu travailler, à tel point que la police ne jure que par ses portraits robots qui sont extrêmement efficaces. Lois Gibson a donc un taux de réussite de 30%, 3 fois plus que pour une enquête menée à partir d'empreintes digitales. Mais le plus stupéfiant, c'est que les victimes n'ont pas pu donner de détails physiques sur leur agresseur. Comment peut-on alors expliquer ces portraits robots si ressemblants? Quel est donc le mystérieux secret de cette femme? Ils revivent les émotions du passé.
jusqu'à l'extrême. Il y a une part d'extraordinaire en chacun d'eux, qui exige de la sympathie et de l'empathie. Et si vous faites en sorte que la conversation soit agréable, que vous tenez compte de ce qu'ils ont vécu, vous trouvez la solution. Ils vous donnent les indices et vous n'avez plus qu'à dessiner ce qu'ils vous disent. Ce qui peut s'apparenter à quelque chose d'assez irrationnel est en fait un lien psychologique, une empathie particulière avec la victime. Elle est capable de se mettre à la place de la victime et en quelque sorte de voir l'agression au travers des yeux de la victime. Donc ceci lui donne cette capacité énorme de dresser des profils tout à fait exacts et qui permettent l'arrestation des criminels en question. Par une simple conversation avec les victimes, Lois Gibson serait donc capable d'identifier physiquement les criminels. Mais d'où peut venir ce don exceptionnel? Tout ce qu'il faut faire, c'est être attentif aux victimes, et c'est facile pour moi, car il y a une vingtaine d'années, j'ai été moi-même victime. Je sais donc ce qu'ils ressentent. Je leur permets de l'expulser. Ce qui était la pire des choses dans ma vie est devenu un instrument très utile, le moyen de briser la barrière entre les victimes et moi. Ce qui est fascinant dans le cas de Lois Gibson, c'est qu'elle a su surmonter en quelque sorte sa position de victime d'une agression violente pour se mettre au service des enquêteurs, de par son talent particulier, à la fois de dessinatrice et à la fois de psychologue, parce que chez elle, l'un ne va pas sans l'autre. Je ne comprends pas pourquoi tous les services de police ne font pas appel à une femme comme Lois Gibson. Elle est définitivement devenue notre meilleur atout et sans elle, nous serions perdus. Il a pourtant fallu 7 ans à Lois Gibson pour convaincre la police de Houston de l'engager. Mais aujourd'hui, son combat contre les sceptiques est gagné. Lois enseigne à l'Académie nationale du FBI et apporte son soutien aux polices du monde entier. Dans la nuit du 23 décembre 1998, une image surprenante fait la une des journaux télévisés. À Leicester, en pleine nuit, les caméras de surveillance ont enregistré ce qui ressemblerait à 2 apparitions de fantômes dans la cour du musée de Belgrave Hall. Leicester, à l'est de l'Angleterre, cette demeure familiale du XVIIIe siècle, transformée depuis en musée, serait l'une des maisons les plus hantées de Grande-Bretagne. En effet, employés du musée et experts du paranormal auraient été à plusieurs reprises les témoins d'étranges apparitions. Je me tenais debout dans la maison et, devant les escaliers, une silhouette est apparue. Elle a descendu les escaliers et, arrivée en bas, elle s'est retournée, a souri et est partie vers la cuisine. Beaucoup crurent reconnaître l'une des filles du propriétaire, pourtant morte depuis plus de 50 ans. Mais pour la première fois, l'une de ces présences fantomatiques a pu être filmée par les caméras de sécurité. Cette image va devenir célèbre et faire le tour du monde. Les caméras de sécurité situées dans le jardin de Belgrave Hall ont enregistré quelque chose de curieux à 4h48 et 35 secondes. La caméra se bloque pendant 5 secondes et les formes disparaissent. On peut voir ensuite une sorte de fumée blanche apparaître qu'on ne peut pas expliquer non plus. Mais ce qui déconcerte profondément les experts, c'est que cette caméra, qui normalement enregistre une image par seconde, c'est d'une manière inexplicable figée pendant 5 secondes, au moment même où la silhouette est apparue. On a vérifié tout le système. Cela nous a pris 3 à 4 semaines pour essayer de trouver d'éventuels problèmes techniques. Mais nous n'avons rien trouvé. Il n'y avait pas de problème technique. Réelle apparition fantomatique ou simple canular, les experts restent très partagés. Mais pour les employés du musée, cela ne fait aucun doute. Ces lieux sont hantés. Écoutez, cette histoire est absolument incroyable. Est-ce qu'il est possible, croyez-vous, qu'un homme, Morgan Robertson,
ancien marin et écrivain, ait pu, par exemple, anticiper et prévoir avec 14 ans d'avance et surtout autant de précision le naufrage du Titanic? Eh bien, ça semble improbable et pourtant, le scénario catastrophe qu'il décrit, les détails surtout, les coïncidences qui transparaissent dans son roman font absolument froid dans le dos. Hasard, coïncidence, prémonition, voyance, personne jusqu'à aujourd'hui n'a donné d'explication à ce phénomène si troublant. « 1912, le Titanic sombre dans l'Atlantique. Un drame inattendu qui plonge le monde entier dans la stupéfaction. Et pourtant, en 1898, l'écrivain américain Morgan Robertson imagine déjà le naufrage du plus grand paquebot fictif du monde, son nom, le Titan. Titan et Titanic, 14 ans les séparent, mais ces deux navires ont pratiquement le même nom et le même destin. Mais le plus troublant, c'est que les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Dans le roman de 1898, le Titan pesait 70 000 tonnes. Il mesurait 243 mètres. Inauguré en 1912, le Titanic pesait près de 70 000 tonnes. Il mesurait 268 mètres. Le Titan possédait 3 hélices. Le Titanic, 3 hélices. Vitesse maximale du Titan, 25 nœuds. Celle du Titanic, 25 nœuds. Nombre de canaux de sauvetage, 24 pour le Titan, 20 pour le Titanic. Le Titan peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. Le Titanic, un maximum de 3300 personnes. Des similitudes déroutantes sur des détails incroyablement précis. Mais le plus impressionnant, c'est qu'en 1898, le Titan n'est qu'une pure invention littéraire. Les techniques sont telles qu'on ne peut même pas imaginer construire un jour ce genre de navire. Alors en 1898, la technologie, c'est celle du 19e siècle. Ce genre de navire n'existe pas en 1898. Et pour les constructeurs, ce genre de navire n'existera pas. Techniquement, on ne peut pas les envisager. On n'a pas de quoi les construire et on n'a surtout pas l'argent pour les construire. Que Robertson invente le navire idéal et petit à petit, on va s'apercevoir que la technologie va, peut-être sans le vouloir, piocher dans ce navire idéal pour se mettre à construire les vrais navires, et notamment le Titanic. Et les coïncidences continuent. Le Titan et le Titanic étaient tous les deux sous pavillon britannique. Ils possédaient la même salle de bal, le même nombre de personnes dans l'orchestre, la même installation téléphonique, une multitude de détails inscrits dans le roman et qui prendront réellement vie une quinzaine d'années plus tard. Mais le parallèle devient vraiment inquiétant quand on évoque le sort terrible que vont connaître ces deux bateaux. Dans le roman de 1898, le Titan coule une nuit d'avril, vers minuit, après avoir percuté un iceberg à tribord. 14 ans plus tard, le Titanic coule une nuit d'avril, à 23h40, après avoir percuté un iceberg à tribord. Dans les deux cas, l'iceberg n'a été repéré qu'au dernier moment, c'est-à-dire une trentaine de secondes avant l'impact. Un détail qui fait un petit peu froid dans le dos, c'est que les deux navires ont fait naufrage malgré leur cloison étanche. En 1898, Morgan Robertson écrit dans son roman qu'en actionnant un simple bouton, le capitaine du Titan pouvait fermer les cloisons étanches, ce qui rendait le navire « practically unsinkable », écrit-il, pratiquement insubmersible. Lorsqu'on prend le Shipbuilder, qui est un magazine de navigation spécialisé dans la technologie maritime en 1911, le Shipbuilder écrit à propos du Titanic que le capitaine peut, à n'importe quel moment, en utilisant un bouton électrique, fermer les cloisons étanches, ce qui rend le navire practically unsinkable, pratiquement insubmersible. Le vocable est le même dans les deux cas, et c'est dans les deux cas, au mot près, le détail qui a fait couler le navire, les fameuses cloisons étanches. Lors du naufrage fictif du Titan, plus d'1 millier de passagers imaginaires disparaissent. 14 ans plus tard, le Titanic fait plus de 1500 victimes. Les rescapés du Titan sont secourus par un navire à destination de Gibraltar et la Méditerranée. Ceux du Titanic sont secourus par le Carpathia à destination de Gibraltar et la Méditerranée. Troublante similitude. Comment expliquer tant d'informations inédites 14 ans avant les faits? Je ne sais pas ce qui a poussé Robertson à choisir ce sujet et à choisir tous les détails qui aujourd'hui nous intriguent. C'est quand même un moment assez extraordinaire de l'histoire de l'écriture, de voir comment un homme perdu aux États-Unis a réussi avec 14 ans d'avance à prédire, à écrire un événement qui allait vraiment se dérouler. Robertson prétendait écrire sous l'emprise d'un partenaire astral. Personne n'a jamais su ce que cela voulait vraiment dire.
En tout cas, cet auteur obscur aurait bien vite été oublié s'il n'avait pas eu la clairvoyance la plus dérangeante de toute l'histoire de la littérature. Mais quelle histoire! Mais quelle coïncidence! Auteur obscur mais inspiré tout de Ah non, mais même, moi, hein. ça me fascine complètement qu'un auteur puisse 14 ans avant écrire tout ça. En parlant du Titanic, même les animaux avaient pressenti le naufrage. Des survivants témoignent d'avoir vu des rats quitter le navire au moment du naufrage. Ça, Et c'est même normal. Oui, non, mais des rats à la vraie. Hein. Ah. Et une chatte aurait quitté le navire aussi avec ses chatons avant le départ. Et on verra tout à l'heure un sujet sur le sixième sens des animaux. Vous venez à Venise avec moi, Oh, allez, en let's go. gondole. Ah oui, Bon. Alors, une condition, c'est que on loge, si vous voulez bien, au palais Cadario. oui. Et en plus, ça tombe bien, il était inhabité depuis 1992. Mais il y a un tout petit problème, c'est qu'il serait maudit. Et qu'est-ce que je vous ai fait pour vous Depuis- m'inviter là-bas? Non, mais rien. Ah, mais sympa, depuis ouais. 1487, il y aurait eu, par exemple, une succession de meurtres, de faillites et même de suicides. Et tout porte à croire à la réalité de cette malédiction. Alors très bien, Jacques. Mais alors avant de naviguer seul sur les canaux vénitiens, nous partons d'abord dans la plaine de Salisbury en Angleterre, où se dresse le plus beau monument mégalithique d'Europe. Patrimoine mondial de l'UNESCO, le site de Stonehenge, qui signifie pierre suspendue, a été construit il y a 5000 ans. Aujourd'hui encore, ce lieu déclenche des passions, celles des scientifiques et celles des visiteurs. Depuis maintenant 5000 ans, le site de Stonehenge, situé dans le sud de l'Angleterre, ne cesse d'intriguer et de passionner les scientifiques, les archéologues et les touristes. Certains racontent que ces pierres colossales auraient été rapportées d'Afrique par des géants. Les hypothèses les plus folles sont avancées, mais les questions restent sans réponse. Qui donc a disposé ces pierres et à quoi servent-elles? Il y a un élément de mystère, puisque malgré toutes les recherches archéologiques, on s'interroge sur Stonehenge depuis le tout début du Moyen-Âge, en fait. On ne sait toujours pas pourquoi Stonehenge a été construit ou quelle est la fonction exacte de Stonehenge. Ces pierres monumentales mesurent 5 mètres de haut pour les plus petites et pèsent entre 4 et 30 tonnes. Mais en fait, il y a deux sortes de pierres à Stonehenge. Il y a les grandes pierres de Sarsen qui viennent de 40 km au nord de Stonehenge, en Angleterre. Et les petites pierres bleues, enfin petites, elles font quand même 5 tonnes chacune, qui viennent du Pays de Galles. Les pierres ont été taillées, ce qui est généralement pas le cas du tout. En général, les pierres sont comme les menhirs en France ou sur les alignements de Karnak, des pierres brutes. On a même raconté que ces pierres étaient dotées d'un pouvoir magique et que leur seul contact permettrait des guérisons. Calendrier astronomique, table de sacrifice, construction extraterrestre, les différentes telles se comptent par milliers. Alors pourquoi une telle construction? Il y a eu toutes sortes de théories dans le passé, mais maintenant, avec l'archéologie moderne, on sait que Stonehenge a été construit pendant la préhistoire. On sait qu'il y a un alignement sur le lever du soleil au solstice d'été. À partir de ça, donc, on peut effectivement déduire que Stonehenge est un temple du soleil, peut-être un observatoire pour aider à suivre l'évolution des saisons. Dans tous les cas, il restera toujours beaucoup de mystères autour de Stonehenge. Et c'est ce qui fait aussi son intérêt et je pense c'est ce qui attire effectivement le public. Les archéologues s'interrogent donc toujours et Stonehenge demeure l'une des grandes énigmes de notre civilisation. Venise la Sérénissime, une ville dont la magie n'est plus à prouver, une atmosphère unique, ses ponts, ses canaux, le charme de ses ruelles. Et pourtant... Encore une disparition tragique survenue au sein du Cadario. Voici l'histoire d'un des plus réputés et des plus beaux palais vénitiens construits au XVe siècle sur le Grand Canal. Le Cadario serait un palais maudit. En effet, tous les propriétaires qui ont résidé ici ont connu des destins dramatiques. On peut noter une série assez impressionnante de meurtres et de suicides, et en particulier ces 25 dernières années. C'est en 1970 que l'on parle pour la première fois de tragédie au sein du palais. La première victime a été un comte qui est monté, qui s'appelait Filippo Giordano delle Lanze, et qu'on a retrouvé mort dans son appartement, dans le palais. Il avait été frappé par son amant à coups de statuette qui lui avait fracassé le crâne.
La série des morts violentes recommence en 1981 avec le suicide dans le palais du manager général du groupe de rock Who, Nick Lambert. Le Cadario est remis en vente. Un homme d'affaires et sa sœur vont à leur tour connaître une fin tragique. Comme autre événement tragique, on peut noter la fin de la sœur d'un homme d'affaires italien, Fabrizio Ferrari. Cette sœur, Nicoletta, a été retrouvée morte, dénudée dans un pré près de sa voiture qui avait quitté la route, et Nicoletta habitait le palais. La série noire s'achève en 1993. Le dernier propriétaire va faire la une des journaux de l'époque. Le dernier en date de ces occupants qui connaissent une fin tragique, c'est Raoul Gardini, s'est suicidé d'une balle de revolver dans son palais. Suicide, envoûtement, faillite. Comment expliquer une telle série de destinées malheureuses? Quand on cherche une explication, certains invoquent une malédiction qui frapperait ce palais. On prétend même que le palais aurait été construit sur un ossuaire, et en particulier sur un cimetière des Templiers. Depuis, le palais cherche un nouvel acquéreur. Woody Allen aurait même songé à l'acheter l'année dernière, mais la réputation du Cadario l'a emporté sur la beauté de ses pierres. Finalement, on ira ailleurs. Hein. Non, et c'est là que vous voulez m'amener. Merci, Jacques. Et ben, vous irez tout seul. Et ben, justement, en plus, c'est complet parce que un nouvel acquéreur richissime qui refuse de donner son identité s'est porté candidat. Il vient d'acheter le palais. Souhaitons-lui de conjurer le sort. Réfléchissez quand même, c'est peut-être un beau parti. Dans le ciel, on peut faire de curieuses rencontres et nous allons maintenant entendre le témoignage digne de foi d'un pilote de ligne qui, en survolant la région parisienne, s'est retrouvé nez à nez avec un objet très étrange. Seulement, dans ce cas précis, c'est la première fois qu'un témoignage humain concorde parfaitement avec des données radars. Le 28 janvier 1994, alors que le vol 3532 à destination de Londres survole la région parisienne, l'équipage signale la présence d'un objet inconnu dans le ciel qui disparaîtra sans laisser de traces. Principal témoin, Jean-Charles Duboc, pilote depuis 1979. À son actif, plus de 15 000 heures de vol. Moi j'ai pris ça comme une démonstration de puissance technologique d'une civilisation extraterrestre. Il est 13h12, l'avion vole à une altitude de 11 000 mètres, il n'y a aucune turbulence météo. L'observation ne durera qu'une minute. J'ai vu ce que j'ai identifié comme une énorme lentille rouge sombre avec des bords flous. L'objet volant mesurait environ 500 mètres de diamètre et se situait à près de 45 km de l'avion. Mais les membres de l'équipage ne détectèrent aucune perturbation sur leurs instruments de bord. Donc ils ont informé le tour de contrôle. Et après moult péripéties, donc le témoignage nous est parvenu. Et ensuite, on a récupéré le témoignage des contrôleurs radars qui nous ont permis d'associer en fait le contrôle radar avec les témoignages. Et il y avait une concordance. Pour les scientifiques, c'est un scoop, un témoignage humain conforté par des données radars. On a essayé d'interpréter cet objet et on n'a jamais pu dire c'est un avion, c'est un ballon, c'est un phénomène météorologique. Dans l'absolu, c'était la première fois où on avait un OVNI officiellement enregistré en France et qui appartenait à la catégorie des OVNI, puisque OVNI voulant dire objet volant non identifié, alors que tous les cas qui sont recueillis par les gendarmes sont des phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est-à-dire que ce sont des témoignages verbaux, mais qui n'ont pas la valeur de ce cas. Depuis, silence. Aujourd'hui, on sait qu'un pilote sur 10 dit avoir été témoin d'un phénomène de ce type. On dispose à présent de 220 observations visuelles, confirmées par des données radars, mais le sujet reste tabou. On ne sait rien de plus. Alors, on parle souvent du sixième sens des animaux, je vous le disais tout à l'heure, lors du tsunami en Asie en décembre 2004. Je crois que vous présentiez le journal à cette époque. Oui, c'est vrai. Poissons, éléphants, chiens auraient donné l'alerte à leur façon, permettant à des centaines de personnes d'échapper à la première vague. Aux États-Unis, la jeune Victoria, que nous allons découvrir maintenant, a elle aussi été le témoin de ce phénomène incroyable.
Victoria Doroshenko a longtemps vécu entre la vie et la mort. Elle souffrait d'épilepsie à un degré ultime. Mais un jour, un prodige incroyable a bouleversé sa vie, et ce ne sont pas les médecins qui l'ont trouvé. C'est quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on ne pouvait pas soupçonner. Minneapolis, aux États-Unis. Le 4 décembre 1984, Victoria est victime d'un accident de voiture. Grièvement blessée, les lésions cérébrales lui provoquent des convulsions. À 19 ans, elle devient épileptique. Quand j'étais au plus mal, j'avais jusqu'à 24 crises par jour, très violentes. Et entre ces crises, je faisais une dizaine de petites crises moins graves. Si j'avais une crise, il fallait tout de suite m'attacher solidement à quelque chose parce que les convulsions étaient si violentes que j'étais projetée dans tous les sens et que je risquais de me blesser. La plupart du temps, j'étais sous sédatif. Et quand j'étais réveillée, j'étais très victime. Je n'avais plus envie de vivre. Devant l'impuissance de la médecine, Victoria ne peut plus vivre seule. Elle se tourne alors vers un centre de chiens éduqués pour aider au quotidien les personnes handicapées. On y trouve notamment des Golden Retrievers. Le Golden Retriever est capable d'une grande patience avec un système nerveux très réfléchi. Le Golden jouit d'un certain nombre de qualités qui en font un auxiliaire très précieux pour l'homme et pour les gens qui ont des problèmes d'handicap. Alors que Victoria visite le centre de dressage, une violente crise se déclenche. Le chien qui lui était destiné est indifférent au sort de sa future maîtresse. L'expérience semble vouée à l'échec quand un autre chien apparaît d'une manière tout à fait inattendue. Quand la crise d'épilepsie de Vicky a commencé, Harley est allé vers elle et a posé sa tête sur elle. Ceux qui étaient présents dans la pièce n'en revenaient pas. Ce chien faisait exactement ce qu'on espérait de lui, avant même qu'on le lui ait appris. À partir de ce moment-là, j'ai su que c'était lui, mon chien, que ça allait marcher et qu'il serait désormais mon partenaire. Ces phénomènes qui paraissent un petit peu surnaturels ne sont pas fréquents. Ils n'arrivent pas tous les jours. Ils n'arrivent pas à tous les chiens. Peut-être que le chien lui-même a ressenti un phénomène magnétique, électrique, mais je ne sais pas, ce sont des hypothèses. En effet, comment expliquer une telle réaction? Serait-ce ce qu'on appelle le sixième sens des animaux? J'étais à l'université, je traversais le campus, et tout à coup Harley s'est mis à se comporter bizarrement. Il ne voulait plus obéir. D'habitude, Harley est un chien très tranquille, il est très obéissant, très calme. Alors quand il s'est mis à agir comme ça, je n'ai pas compris ce qui lui arrivait. Harley n'a retrouvé son calme qu'une fois sa maîtresse en lieu sûr. Un quart d'heure après, une forte crise d'épilepsie se déclenchait. À partir de ce jour-là, Harley fut capable d'anticiper chacune des crises de Victoria. Alors, comment expliquer une telle intuition? L'animal ne peut pas énoncer et dire c'est l'épilepsie. Je ne sais pas comment il l'interprète. Il sait qu'il y a quelque chose d'anormal qui va arriver. Ce chien-là ne répond pas aux mots. Il répond à un état physiologique que nous-mêmes, nous ne percevons pas. On a parlé de champ morphique, on a parlé de liens radiobiologiques, on a parlé de liens métapsychiques. Mais les mots, on pourrait en réinventer d'autres. Alors pourquoi? On reste toujours dans le doute et l'admiration. À ce jour, les liens invisibles qui unissaient la jeune femme à son chien restent inexpliqués. Mais ce qui est évident, c'est la profonde gratitude de Victoria envers son ange gardien. J'ai compris que j'étais sauvée. Ça a complètement changé ma vie. Je ne pourrai jamais lui rendre tout ce qu'il m'a donné. Je ne pourrai jamais assez lui témoigner ma reconnaissance. Moi, j'aime bien quand vous me regardez comme ça, Jacques. Le pape Jean-Paul II aurait été à l'origine de nombreuses guérisons inexpliquées que certains qualifient de miracles. Par exemple, une femme paralysée se serait remise à marcher, une autre aurait recouvré la vue, un ancien fumeur aurait guéri de son cancer du poumon, par exemple. Aaron Badillo, lui, un jeune Mexicain, a eu la chance de rencontrer le pape Jean-Paul II alors qu'il était enfant, mais il était à cette époque-là condamné par une leucémie foudroyante et il nous raconte aujourd'hui son incroyable histoire. Les yeux de cette femme sont ceux d'une mère anéantie, car son fils est condamné par une leucémie foudroyante. Et pourtant, une rencontre va marquer sa vie à jamais. Le 12 mai 1990, Jean-Paul II a croisé le regard de cet enfant. Il l'a béni, l'a embrassé, et depuis ce fameux jour, le jeune José Herón est guéri, sans aucune explication.
José Herón Badillo n'a pas toujours été ce jeune homme robuste et souriant. À 4 ans, il est atteint d'une leucémie et son état est jugé désespéré. Pour Maria, sa mère, seul un miracle peut le sauver. Je peux dire que c'était mon unique espoir, un miracle. Il n'y avait plus d'autre solution. C'était la seule possibilité pour qu'il redevienne un enfant normal et qu'il vive, tout simplement. En mai 1990, Jean-Paul II fait un voyage au Mexique. Pour les parents de José, cette visite est leur dernier espoir. Il y avait tellement de monde quand nous sommes allés accueillir le Saint-Père à l'aéroport que nous étions perdus. Je n'arrive toujours pas à imaginer ce qui nous est arrivé. Il s'est approché et il a posé un baiser sur mon front. J'avais une colombe dans les mains. Il m'a fait comprendre que je devais la relâcher. Je me souviens parfaitement de tout ce qui s'est passé. Et la leucémie a totalement disparu. À partir de ce jour, la maladie s'est interrompue. Avant cette rencontre, mon état se dégradait et je ne tenais plus debout. Je ne pouvais plus manger. Dès le lendemain, j'ai recommencé à manger et j'ai compris que je n'étais plus malade. Mais cette guérison miraculeuse n'est-elle qu'une simple coïncidence ou un véritable phénomène mystique? Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu de patient qui guérit de cette manière sans qu'il existe une raison scientifique. Je considère que c'est un miracle. C'est comme ça que ça s'est passé. Un miracle du Saint-Père. Mais alors, comment expliquer ce prodigieux pouvoir qu'on attribue au pape? Cet homme exerçait une sorte de fascination, de magnétisme par sa prestance et incontestablement, il touchait les gens au cœur et des gens pouvaient être changés par cette rencontre avec le pape. Une dizaine d'années plus tard, José Herón s'est rendu à Rome pour remercier son sauveur. Il était guéri. Je me sens comme si j'étais ressuscité, parce qu'en fait, je n'avais plus aucune chance de vivre. Alors la seule chose que je pouvais lui dire, c'était merci. C'est un fait merveilleux. Lorsque le pape a revu le jeune homme, il s'est souvenu de la rencontre. On lui a montré la photo et il a dit « Dieu fait des choses grandes et merveilleuses ». Le 28 juin 2005, s'est ouvert le procès en béatification de Jean-Paul II. Cette guérison constitue l'une des pièces maîtresses du dossier. Mais d'où lui est venu ce pouvoir salvateur et en est-il le seul artisan? Je crois que plus on approfondit ces guérisons, plus on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. On est dans le domaine de l'énigme pour les non-croyants, du mystère pour les croyants. Une énigme, ça peut se découvrir. Un mystère, ça ne se perce pas. Non loin de la ville de Vancouver, dans l'ouest canadien. Plus de 200 personnes auraient aperçu un monstre marin flottant dans les eaux de la baie de Cadboro. Il aurait même été filmé. Selon les différents témoignages, cette créature mystérieuse et jusqu'alors inconnue, surnommée Caddy, ressemblerait à un énorme serpent de mer de 10 à 15 mètres de long, doté d'une tête de cheval et d'une crinière. Nessie aurait-il un cousin? J'étais devant mon évier. Je regardais par la fenêtre quand je l'ai vu sortir de l'eau. Dorothy a crié « Regarde par la fenêtre !» Donc je suis allé voir et j'ai vu 2 bosses sur l'eau. Je suis absolument sûre que c'était cette créature qu'on appelle Caddy. Au fil du temps, Caddy est devenu une figure locale. Sa présence intrigue et attire de nombreux zoologues et les adeptes de cryptozoologie, l'étude des espèces encore inconnues. La plupart des observateurs comparent cet animal à un cheval, parfois avec, semble-t-il, des oreilles ou des cornes, mais presque toujours avec une sorte de crinière, des poils manifestement, parfois une barbe. Selon certains témoignages qui dateraient du XVIIIe siècle,
Caddy hanterait les eaux canadiennes depuis fort longtemps. Certains disent même qu'il daterait de l'ère des dinosaures. En 1937, la carcasse d'un jeune spécimen aurait été retrouvée dans l'estomac d'un cachalot. On a retrouvé dans les archives plusieurs photos montrant un animal étrange, une sorte de dépouille ou de charogne de 3 mètres de long. On peut imaginer qu'un cachalot donc aurait avalé un jeune Caddy. Ce qui est le très troublant, c'est que cette dépouille évoque assez bien la description que les témoins ont faite de Caddy. Un pêcheur aurait également remonté dans ses filets un bébé Caddy. Terrorisé, il l'aurait rejeté à la mer. Plusieurs monstres marins rôderaient dans la baie de Cadboro. Il faut bien dire une chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'un monstre unique avec ou sans femelle. Il s'agit, si l'animal existe, c'est que je pense d'une population. Comme l'affaire dure depuis très longtemps, il faut imaginer qu'il y a en permanence, je ne sais pas moi, 10 ou 20 individus. Le mystère Caddy demeure intact. Rosemary Brown. Ce nom ne vous dit sans doute rien, c'est normal. Cette femme, sans connaître ni la musique ni le solfège, serait habitée par les esprits des grands compositeurs, Bach, Mozart, Liszt, Beethoven, qui n'ont aucun secret pour elle. Ouvrez bien grand vos oreilles, c'est ahurissant. Bach, Chopin, Beethoven, tous les grands compositeurs ont des styles très différents. Mais ils ont tous un point commun, un génie inaccessible. Et pourtant, une femme rivalise étrangement avec ces hommes d'exception. Rosemary Brown ne connaît rien à la musique, mais lorsqu'on écoute ses compositions, on a la dérangeante impression d'entendre les plus grands maîtres de tous les temps, comme s'ils n'avaient pas vraiment disparu. Et si ce n'était pas qu'une impression. 1970. Un disque très étrange crée des remous dans la presse musicale de toute l'Europe, car il dévoile des morceaux inédits de compositeurs disparus depuis bien longtemps. Le mystérieux auteur est une modeste femme de chambre de Londres qui n'a jamais pris un seul cours de solfège. Prodige irrationnel que personne ne peut expliquer, sauf Rosemary elle-même qui prétend être en contact avec tous ses compositeurs. À une époque, j'étais bloquée à la maison à cause d'une côte cassée. Je ne pouvais plus travailler. Alors, pour passer le temps, comme nous avions un vieux piano qui ne servait à rien, j'ai voulu me mettre à la musique. Mais lorsque je me suis assise au piano, j'ai soudain senti mes mains qui m'échappaient. Elles étaient contrôlées par quelqu'un d'autre. C'était Franz Liszt, et il m'a offert une belle musique. Durant toute sa vie, Rosemary Brown va écrire des centaines de partitions qu'elle attribuera aux compositeurs que nous connaissons tous. Un phénomène désarmant pour les plus éminents musicologues, comme pour tous les artistes qui se sont penchés sur son œuvre. On est intrigué de voir une personne comme ça recevant des messages. Mais on peut se demander ce qui se passe. Je crois qu'il ne s'agit pas de supercherie. C'est trop difficile à écrire la musique. Rosemary Brown n'a suivi aucun enseignement musical. Comment pouvait-elle alors reproduire aussi parfaitement des styles si uniques? Plus fort encore, certains morceaux qu'elle aurait reçus de Franz Liszt ont une ressemblance frappante avec les brouillons du compositeur qu'on n'a découvert que plus tard. Cette femme aurait-elle le don de perpétuer l'œuvre de ces musiciens disparus? Il y a des personnes qui cherchent à nous joindre pour continuer les projets qu'ils avaient pendant leur vie sur Terre, pour qu'on travaille ensemble et qu'ils composent à travers nous. Le cas de Rosemary Brown, ça m'a confirmé dans l'idée d'une inspiration qui est au-dessus de toutes les techniques. Elle en a porté témoignage, c'est plus ou moins convaincant, mais ça veut bien dire qu'il y a quand même quelque chose ailleurs. Autre chose ailleurs, dans l'une de ses chansons, William Sheller évoque cette question qui reste éternellement sans réponse. L'artiste est-il vraiment le seul responsable de tout ce qu'il invente? J'ai trouvé dans mon piano quelque chose qui ne m'appartient pas. Une mélodie et des mots, quelque chose que je n'écrirai pas. J'ai trouvé dans mon piano quelque chose qui ne m'appartient pas, mais c'est vrai. C'est pas à moi, c'est sorti du piano. Ce sont les mains aussi. Les mains que l'on ne guide pas du tout, on les laisse se promener sur le piano, puis sort quelque chose. Moi, je veux bien qu'on me donne
toutes les explications cartésiennes possibles. Je veux bien qu'on me parle de molécules, je veux bien qu'on me parle de tout ce que l'on veut, mais personnellement, j'ai pas de réponse. Alors le talent artistique est-il pure invention ou héritage venu d'ailleurs? Et si cette femme était vraiment en contact avec ces génies d'une autre époque? Hypothèse bouleversante, mais à ce jour, il n'y a pas d'autre explication. L'autre bonne nouvelle de la soirée, c'est que vous pouvez jouer avec nous et gagner un chèque de 5 000 € en répondant à la question suivante. Jacques, chut, de quelle nationalité était l'acteur James Dean? 1. Allemande, 2. Américaine, 3. Française. Vous jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 6 13 13 ou en téléphonant au 36 80. Le gagnant sera tiré au sort par notre huissier. Nous allons marquer une courte pause. Voici un aperçu de ce que vous découvrirez après la publicité dans les 30 histoires les plus mystérieuses. À tout de suite. Cette petite route a l'air comme les autres et pourtant, depuis plus de 20 ans, des milliers de curieux cherchent à comprendre l'étrange phénomène de cette côte qui descend. On ne peut ni revenir sur le passé, ni voyager dans le futur. Depuis plus de 5 siècles, un homme aurait troublé ses certitudes, Nostradamus. Aujourd'hui encore, ses prophéties dérangent. Tina Reich est une jeune fille qui aurait eu le pouvoir de déclencher des phénomènes par la pensée. Simple supposition, jusqu'au jour où un objet traverse la pièce. Un phénomène pris sur le vif. Cette femme est restée alitée toute sa vie, mais le plus surprenant, c'est qu'elle aurait vécu pendant 50 ans sans boire ni manger. C'est l'incroyable histoire de Marthe Robin. Vous êtes bien de retour sur le plateau des 30 histoires les plus mystérieuses. Ce soir, nous découvrons des histoires incroyables et des énigmes irrésolues, comme celle de cette côte qui descend, Jacques. Accrochez-vous. En effet, depuis 20 ans, des dizaines de spécialistes s'arrachent les cheveux, littéralement, pour tenter de comprendre le mystère de cette côte qui descend, en effet. Et aussi étrange que cela puisse paraître, à Loriol, une route semble monter alors qu'en fait, elle descend. À moins que ce soit l'inverse, évidemment, si on change de côté. Aucun test, aucune mesure n'a permis de percer le secret de cet endroit. C'est une histoire à dormir debout. Elle est pourtant bien réelle, je vous le jure. Puis nous découvrirons une autre énigme irrésolue, celle de la petite Carissa. Carissa est une petite fille. Son histoire a inspiré les scénaristes du film Sixième Sens. Personne n'a jamais compris d'où venaient ces lueurs, ces traces blanches présentes en permanence autour d'elle. Si vous empruntez un jour les routes du Minervois entre Carcassonne et Béziers, restez très attentif car vous risquez de vous retrouver face à une bien étrange curiosité. J'ai jamais vu ça. Toute l'année, il y a du monde qui vient voir. Ça n'arrête pas, quoi. Oui, si, oui, tout le monde en parle, oui. Il y a des gens de toute la France qui viennent. C'est surprenant, c'est bizarre, c'est mystérieux. Cette petite route perdue au sud-ouest de l'Hérault a l'air tout à fait quelconque. Et pourtant, il s'y produit une effervescence anormale, une attraction incroyable. Depuis plus de 30 ans, ce sont des dizaines de milliers de curieux qui se sont rendus sur place. Mais qu'est-ce qui peut rendre cette route si célèbre? On appelle la côte qui descend, puisqu'effectivement, quand on pense monter, elle descend, et quand on pense descendre, elle monte. La démonstration qui va suivre a été réalisée sans trucage, avec une voiture dont le moteur a été coupé, au point mort, sans conducteur. Regardez. Là, la nature offre des mystères, parce que entre l'observation et l'explication, il y a une hésitation sur le sens à donner à cette route qui monte et qui descend à la fois. C'est quelque chose de troublant, c'est quelque chose d'étonnant, et on cherche une explication. Très vite, cette découverte inexpliquée fait la une des journaux locaux. Aujourd'hui, la curiosité a dépassé nos frontières, car ce phénomène spectaculaire n'en finit pas d'intriguer. C'est un voisin qui nous a dit il faut que tu ailles voir la curiosité de Loriol. J'ai jamais vu une voiture reculer dans une montée. J'ai coupé le moteur et on recule. C'est là que c'est impressionnant. Je ne sais pas comment me l'expliquer.
Pour élucider ce mystère, chacun expérimente la route à sa façon. En fait, tous les gens qui viennent voir essayent effectivement d'élucider la chose. Avec de l'eau, pour voir si elle coule bien du bon côté, avec des œufs durs, des ballons, des boules de pétanque, des choses dans ce genre. Il y a des gens qui ont fait venir des géomètres pour essayer de mesurer, de trouver des côtes, de voir un petit peu pourquoi il y a cette espèce d'effet de montée et de descente. Et apparemment, ça n'a jamais été résolu. D'innombrables hypothèses ont été avancées. Perturbation du champ magnétique, influence d'une ligne à haute tension, sorcellerie et même intervention extraterrestre. Est-ce qu'il y a là une piste, comme on a pu le prétendre, pour extraterrestre, qui aurait détruit un petit peu le manteau magnétique au point que les objets eux-mêmes ne savent plus ce qu'ils font? Et ça, c'est l'explication la plus hardie, si vous voulez, et la plus irrationnelle. La réponse est beaucoup plus simple. La vue, on lui fait confiance toujours. On a vu des choses et on est capable de les affirmer parce qu'on les a vues. Et là, vous allez devant la route de l'Oriole, vous l'avez vue qui montait, vous allez affirmer, mais elle monte. Et là, eh bien, c'est un petit piège qui nous défend. Mais alors, illusion d'optique ou phénomène surnaturel? Les avis restent partagés car sur place, les témoins sont formels. On dit que c'est un effet d'optique, mais il n'y a pas d'effet d'optique. Donc je vois pas l'effet d'optique là. Et la voiture, il avait arrêté le moteur et elle a roulé toute seule, elle est montée toute seule en arrière. Et là maintenant, il vient de passer la marche avant et la voiture reculait quand même. Alors, route qui monte ou côte qui descend? Il y a des choses qu'on peut expliquer, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, et ces zones d'ombre, si on les comptabilise, sont encore abondantes. Enfin, nous vivons dans l'incertitude finalement, lorsque nous voulons bien y regarder d'assez près. Les fantômes. En 1997, le film Sixième Sens sort sur les écrans. Tu vois des fantômes? Le jeune Cole, 8 ans, serait en contact avec des fantômes. Ils me demandent de faire des choses pour eux. Hawaï. Depuis toute petite, il semblerait que Carissa communique avec des êtres invisibles. Deux histoires étrangement similaires, et pour cause, le Sixième Sens est l'adaptation cinématographique d'une histoire vraie, celle de Carissa. Dans le film, la maman du jeune Cole se rend compte en regardant les photos de son fils que ce dernier est toujours intrigué par quelque chose. Elle remarque également la présence systématique d'une lueur blanche sur les photos. En regardant les photos de la jeune Carissa, on constate exactement la même chose. De curieuses lueurs blanches et la fillette qui regarde en direction de cette lumière. C'est la mère de Carissa qui, intriguée par ces anomalies, a révélé l'histoire. Alors, erreur de manipulation, anomalie photographique ou simple supercherie? Soit ça ne s'explique pas, c'est-à-dire qu'il y a un esprit, il y a un fantôme, il y a un intervenant extérieur non explicable. Et soit d'autre part, on peut l'expliquer par des raisons qui tiennent de la technique photographique. On a tous eu des images avec des traînées blanches, on a tous eu des images, on fait du flûte. Là, j'ai fait une erreur sur ma photo, elle est ratée, elle est loupée. Et pourtant, pendant 6 ans, les photos de Carissa ont été prises avec des appareils différents, dans des lieux différents et par différentes personnes. À chaque fois, les lueurs blanches apparaissaient sur les photos. Carissa est aujourd'hui âgée de 12 ans. Elle n'a plus jamais souhaité parler de cette histoire qui a hanté sa petite enfance. Une histoire qui a cependant donné vie à l'un des grands succès du cinéma. Je vois des gens qui sont morts. Moi, j'ai choisi, je ne prends jamais de photos, comme ça, je n'ai pas de soucis. Alors, né en 1503 à Saint-Rémy-de-Provence, Michel de Notre-Dame fut considéré comme l'un des plus grands médecins de son temps. Qui était réellement Nostradamus? Un habile imposteur doué d'une intelligence rare et d'une imagination débordante, ou un visionnaire exceptionnel? Nostradamus, en tout cas, ne peut laisser indifférent. Tout dans ses écrits est question d'interprétation, diront certains, et c'est vrai, mais pas toujours, et c'est bien ce qui est troublant. On ne peut pas revenir sur le passé ni voyager dans le futur. Pourtant, depuis 5 siècles, un homme et un seul auraient troublé ses certitudes. Nostradamus est un personnage très controversé. Ses prophéties font encore couler beaucoup d'encre, peut-être parce qu'elles déstabilisent. Quand la réalité commence à coller avec le schéma prophétique, c'est quand même inquiétant.
Alors que dire de ces visions? Songe, mensonge ou vérité? En 1555, la célébrité de Michel de Notre-Dame n'est plus à faire. Mais ce ne sont pas ses prophéties qui l'ont fait connaître. Si Catherine de Médicis l'appelle à la cour, c'est qu'elle veut rencontrer le plus grand médecin du royaume. Nostradamus va alors en profiter pour dévoiler d'autres talents plus mystérieux. Nostradamus va dire à Catherine de Médicis, il ne faut plus que le roi fasse des tournois. Parce qu'il va écrire un quatrain qui annonce la mort d'Henri II dans un tournoi. Le roi n'écoute pas la prophétie se réalise. Pure coïncidence ou prémonition, pour certains, Nostradamus a vu l'avenir, mais pour d'autres, il n'a fait que réécrire le passé. On a voulu y voir la mort du roi Henri II au cours d'un tournoi. En réalité, je pense que dans ce quatrain, il a évoqué un événement du très lointain passé, et en particulier l'histoire de Byzance. Ce que j'en déduis, c'est que Nostradamus n'est pas un prophète, mais un historien, et un remarquable historien. Et pourtant, les détails avec lesquels Nostradamus semble annoncer l'histoire future sont troublants. La Révolution française, le destin de Napoléon, petit soldat corse devenu empereur, les 2 guerres mondiales avec les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, mais aussi le nazisme et la chute d'Hitler. Et plus près de nous, le 11 septembre. On reproche souvent aux spécialistes de Nostradamus d'interpréter les écrits lorsque les événements ont déjà eu lieu. Mais cette critique est-elle toujours fondée? Mon père, en 1938, annonce la guerre franco-allemande dans un livre, la perte de la guerre par l'Allemagne et la fin misérable de Hitler. Et là, tout va déclencher. On a ressorti un certain nombre de textes pour dire, vous voyez, il avait bien prévu. Mais on a généralement plus ou moins artificiellement brodé sur ces textes. Une traduction de Fonbrune, publiée en 1980, évoquait la possibilité de l'assassinat de Jean-Paul II après l'arrivée de la Rose au pouvoir. Un an plus tard, le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République, et le 13 mai, le pape échappe de peu à un attentat. Mais alors, si Nostradamus est un prophète, pourquoi ces messages ne sont-ils pas plus explicites? Quand il va écrire sa prophétie, on est en pleine inquisition. Il ne peut pas dire tout ce qu'il voit. S'il dit que la monarchie va s'effondrer, ben on va le brûler. Et il dit, mais je ne peux pas tout dire en clair. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens disent, mais Nostradamus c'est du charabia. Charabia non, c'est parce que il ne peut pas tout dire en clair, donc il est obligé de coder. Et deuxièmement, il écrit en français du XVIe siècle, et aujourd'hui, qui est capable de comprendre Rabelais dans le texte d'origine, voudrait bien le savoir. Pas grand monde. Clairvoyant pour ses défenseurs, mais obscur pour ses détracteurs, Nostradamus suscite donc un éternel débat. Il n'y a qu'à lire ce que M. de Fonbrune en a dit, et puis regarder l'histoire. Je crois qu'il y a, si je me rappelle bien, un quatrain qui parle de la destruction de Paris. Paris est toujours debout. Au niveau du grand public, le grand public se dit « Ah, ben alors, on a dit que la station Mir est tombée, elle n'est pas tombée, donc Nostradamus, c'est des bêtises. » Non, faux, parce que Nostradamus n'a jamais dit ça. Voilà le problème. Sans aucun doute, Nostradamus dérange. La solution viendra peut-être en 2025, date que le prophète a choisie pour terminer son œuvre en annonçant la paix universelle. D'ici là, d'innombrables questions restent sans réponse. Le plus troublant, c'est cette capacité qu'il a eue de vision, de rentrer dans l'espace-temps, en donnant des précisions qui ne sont pas discutables. Alors, pour un esprit rationaliste, ça dérange énormément. Mais moi, je dis une chose, c'est que ce qu'on n'explique pas aujourd'hui, peut-être que dans 20 ans, on l'expliquera. Une seule chose est sûre, la polémique autour de Nostradamus n'est pas prête de s'arrêter. Elle devrait continuer au moins jusqu'en 2025. Vous y croyez, vous, à Nostradamus? C'est troublant quand même. Bon. Alors, Nostradamus, il était aussi fin gourmet. Ça, j'y crois plus encore. Et expert en art culinaire. C'est même lui qui a révélé le secret de la fabrication des confitures. C'est vrai, vous êtes confiture, vous? Non, je suis tarte, c'est oui, ça? Oui, vous êtes tarte. Merci, Jacques. Ouais, okay, tu vois, elle était prévisible, celle-là. Alors voici maintenant un cas de ce qu'on appelle un poltergeist. C'est un phénomène paranormal qui serait la manifestation d'un esprit frappeur. Et nous verrons comment ces esprits frappeurs se sont manifestés chez la jeune Tina Resch dans l'Ohio. Une affaire qui sans doute n'aurait pas dépassé les limites de l'intimité de cette famille américaine sans l'existence d'une photographie
stupéfiante qui a entraîné une véritable tornade médiatique. Mais avant cela, voici un fait divers qui, depuis quelques mois, passionne les Anglais. Il s'agit d'une apparition d'un fantôme, bien sûr, non pas dans un château en Écosse, ni dans une forêt, encore moins dans un lac, non, mais dans les toilettes d'un pub, des WC hantés. Voilà de quoi attirer la presse et faire fuir tous les clients. Depuis le 25 avril 2006, une histoire plutôt insolite fait la couverture des journaux anglais. Mais le plus curieux, c'est que la presse, les médias et la police prennent cette affaire très au sérieux. Et pourtant, il y aurait de quoi rire. Dans un pub de la petite ville de Womwell, le propriétaire, Roger Frogat, se serait retrouvé nez à nez avec le fantôme d'une vieille dame dans les toilettes. Très choqué par cette rencontre, il demande alors à sa femme d'appeler la police. Je suis arrivé avec un morceau de bois dans la main, j'ai poussé la porte, et là il y avait une vieille dame qui se tenait debout. Il lui manquait une partie du visage. La police a d'abord cru à une illusion provoquée par une surconsommation d'alcool. Mais après avoir enregistré plusieurs témoignages relatant des faits identiques, les policiers ont décidé de faire appel à un parapsychologue. Elle s'appelait Marie Cantrell. Elle a vécu au 19e siècle. C'était une voyageuse. Elle a rencontré un jeune homme ici dont elle est tombée très amoureuse. Mais après avoir abusé d'elle, il l'a tuée. Pour mettre un terme à cette histoire qui faisait fuir les clients, les propriétaires ont décidé de faire exorciser les lieux. Voici le cas de poltergeist le plus célèbre survenu aux États-Unis dans les années 80. C'est l'histoire de Tina Resch, une jeune fille qui aurait eu le pouvoir de déclencher des phénomènes uniquement par la pensée. Mais ce qui était effrayant, c'était de penser que quelque chose d'autre qu'une main humaine avait été capable de faire ça. Tina est née le 26 octobre 1969 à Columbus, dans l'Ohio. Elle est alors adoptée par le couple Resch. Dès l'âge de 8 ans, elle est sujette à de très violentes colères. À l'école, des gommes et des stylos traversent violemment la classe sans raison. Inquiète, l'institutrice soupçonne Tina. L'institutrice disait que Tina lançait des gommes, des stylos et ça commençait à poser des problèmes à l'école. Donc je lui ai demandé si elle avait vu Tina en train de le faire et elle m'a répondu que non, mais qu'elle était sûre que c'était Tina la coupable. Tina est alors renvoyée de l'école. Ses amis lui tournent le dos, sa famille est accablée. À 15 ans, de nouveaux phénomènes apparaissent. Les lumières s'allument, les appareils ménagers fonctionnent alors qu'ils sont débranchés. Pour trouver une explication rationnelle, un électricien est contacté. J'ai vu un phénomène que je ne pouvais pas expliquer et je me suis creusé la tête. Oui, j'ai eu peur, je dois avouer que j'ai eu peur. Et les phénomènes s'accentuent, des objets volent et des verres se brisent sans raison apparente. Plus troublant encore, dès que Tina quitte la maison, les étranges manifestations cessent. Est-ce vraiment Tina la responsable? Quand je partais de la maison, tout était calme jusqu'à ce que je revienne. Donc quand je dormais et que j'étais absente de la maison, il ne se passait jamais rien. Je ne savais pas quoi penser. Je me suis mise à lire des livres sur le diable et je me suis dit, c'est ça doit être ça. Ou alors c'est la maison qui est hantée. Je commençais à les croire. Il y avait vraiment quelque chose d'anormal en moi. Tina est examinée par des médecins. Ils ne détectent rien d'anormal. À bout de nerfs, les Resch font appel à un journaliste dans l'espoir de trouver enfin une solution. Le 5 mars 1984, Mike Arden et un photographe vont devenir les témoins privilégiés d'un phénomène insensé. Sous leurs yeux, un objet traverse la pièce. Je regardais d'un côté et le téléphone est parti de l'autre. Qu'est-ce que ça nous indique? La force ne voulait pas qu'on la photographie. Alors à partir de là, j'ai mis l'appareil devant mes yeux pendant 5 minutes. Et puis très doucement, tout en laissant mon doigt sur le déclencheur, j'ai regardé ailleurs. J'ai appuyé et voilà comment a été prise la photo que le monde entier a vue. Je n'ai pas vu Tina toucher l'objet, le déplacer ou l'aider à bouger. C'est tout. Voilà ce que j'ai vu. Comment je l'explique, je ne sais pas.
J'ai l'impression que tous les gens qui sont au courant de cette histoire me regardent comme si j'étais folle, comme si j'étais différente, et encore aujourd'hui. Parce que je ne peux pas cacher mon passé à tout le monde. Il est là, bien visible. Je me sens très vulnérable à cause de ça. Depuis, les phénomènes se seraient arrêtés. Personne ne saura jamais vraiment ce qu'a vécu la jeune femme. Profondément marquée par ces événements, Tina Resch n'a plus jamais évoqué cette terrible époque de sa vie. Ces phénomènes ont quand même été étudiés. Il semblerait qu'ils touchent plus facilement les femmes que les hommes. Et les adolescents qui traversent, on le sait, une période toujours un peu difficile à un certain âge. Marthe Robin, elle restera dans l'histoire comme la femme la plus énigmatique du XXe siècle. Son étrange martyre a inspiré de nombreuses vocations religieuses. Son incroyable destin a fait le tour du monde, mais personne n'a jamais pu percer le secret de sa survie. Je m'abandonne à Dieu sans réserve et sans retour, aurait-elle confié un jour avant de devoir rester alitée à vie, sans boire ni manger. Peut-on affirmer que Marthe Robin, disparue en 1981 à l'âge de 78 ans, était une sainte nourrie de sa seule foi? Mystère. Et vraiment mystère. Alors tout autre chose, ensuite nous partirons faire un tour du côté de la forêt de Brocéliande. Cette femme est restée toute sa vie alitée dans sa chambre. Et pourtant, plus de 100 000 personnes l'ont rencontrée. Cette femme aurait vécu 50 ans sans boire ni manger, et le plus troublant, c'est qu'elle aurait porté jusqu'à sa mort les stigmates du Christ. Comment cette petite paysanne a-t-elle pu devenir la femme la plus énigmatique du XXe siècle? Marthe Robin est née en 1902 dans cette ferme de Châteauneuf de Galaure, dans la Drôme. À 16 ans, elle tombe dans le coma. S'ensuivra une encéphalite, une maladie longue et douloureuse qui ne la quittera plus. Cette encéphalite s'est traduite par une série d'affections extrêmement douloureuses au niveau des membres et au niveau gastrique également, et puis par une paralysie progressive. Les jambes se replient sous elle, avec au milieu de ça de très très grandes souffrances. Un médecin spécialiste de soins palliatifs qui a étudié le dossier nous a dit que probablement elle avait atteint les limites de ce qu'un être humain peut supporter en matière de souffrance. Mais son martyre ne s'arrête pas là. La paralysie attaque même les fonctions de déglutition. Marthe serait atteinte d'inédit, la capacité de vivre sans boire ni manger. On lui humectait les lèvres avec de l'eau, mêlée un petit peu de vin, et tout était rejeté. Elle ne pouvait rien avaler. C'est plus qu'étonnant, c'est sidérant qu'un être humain ait pu vivre sans boire ni manger. Mais dans son cas, c'était bien ça. Un individu qui serait brutalement privé, ne serait-ce que de 70% de ses apports alimentaires, entre tout de suite dans une carence protéique importante et sa survie ne dépasse pas 20 jours, vous voyez. Vous ne pouvez pas tenir 50 ans sans rien, c'est pas possible. Mais alors comment Marthe aurait pu ainsi défier les lois de la nature jusqu'à 78 ans? Fervente chrétienne, elle n'acceptait qu'une seule nourriture, l'hostie consacrée une fois par semaine. Lier sa vie à celle du Christ, pour Marthe, ce n'est pas une simple image. Car dans les mois qui suivent, des phénomènes surnaturels encore plus étranges se manifestent. Des plaies semblables à celles du Christ apparaissent sur son corps. Nous avons le témoignage d'un médecin qui avait parfaitement palpé la plaie du côté pendant une passion, et elle saignait. Abondamment même. Enfermée dans sa chambre, Marthe Robin a vécu son incroyable destin dans la plus grande discrétion. Mais malgré tout, plus de 103 000 personnes sont venues s'asseoir à son chevet. Et depuis sa mort, près de 500 000 pèlerins se sont rendus chez elle. Ce n'est que lors de ses obsèques en 1981 qu'on a pu mesurer l'immense fascination qu'elle avait exercée. Plus de 8000 fidèles étaient présents, dont 200 prêtres et 5 évêques. Les télévisions et les journaux du monde entier en ont parlé. De la Colombie à la Chine, des milliers d'articles lui ont été consacrés, sans qu'aucun ne puisse percer son secret. On ne peut pas apporter un effet de réponse à tout. Il y a une part de l'univers qui nous échappe. Vous savez, c'est ce que disait Shakespeare quand il disait il y a beaucoup plus de choses au ciel et sur la terre que ne peut en contenir toute notre philosophie. Dans le cas de Marthe, c'est net. Un être humain, si croyant soit-il, peut-il vivre 50 ans sans boire ni manger? Marthe Robin s'est endormie avec son impénétrable secret.
Brocéliande n'existe pas dans la cartographie administrative. Plus connue sous le nom de forêt de Pimpon en Bretagne, c'est une forêt bien réelle où se mêlent histoires et légendes reprises par les conteurs du monde entier. Même après de nombreuses années, nous autres conteurs qui parcourons cette vaste forêt restons émerveillés du mystère et de la force que dégage cette forêt habitée par tant et tant de légendes. Brocéliande serait le refuge d'êtres surnaturels, de fées et de magiciens comme le très célèbre Merlin. C'est le domaine de l'imaginaire, c'est le domaine du fantasme, c'est le domaine où l'on a placé, à partir du XIIe siècle, la plupart des exploits des chevaliers de la table ronde, et aussi la présence de certains enchanteurs comme Merlin, ou de certaines fées comme Viviane ou Morgane. Au cœur de cette forêt coule l'emblématique fontaine de Barenton. Cette fontaine posséderait de bien étranges pouvoirs. Encore aujourd'hui, elle entrerait régulièrement en ébullition et exaucerait les vœux des visiteurs. La fontaine de Barenton, d'après les textes du Moyen-Âge, c'est une fontaine qui bout, bien qu'elle soit plus froide que le marbre. Ça veut dire tout simplement que cette fontaine a des pouvoirs magiques. C'est là que se rencontrent le fameux enchanteur Merlin et la jeune Viviane, et à qui Merlin va enseigner tous les tours de magie. Et Viviane demande à Merlin un secret pour enchaîner à jamais un homme pour l'éternité. C'est depuis que Merlin se trouve, d'après ce qu'on raconte, quelque part dans la forêt, isolé dans une tour d'air invisible, et qu'il parle comme ça à tous ceux qui savent lui parler, qui savent lui poser des questions. Il dit qu'il est parfaitement heureux parce qu'il est avec son amie Viviane. Ici, les légendes sont profondément ancrées dans la roche, les arbres et les eaux. Morgane, la redoutable demi-sœur du roi Arthur, trahie par un de ses amants, se serait vengée et aurait emprisonné les chevaliers infidèles dans cette vallée que l'on dit sans retour. Au-delà des légendes, on est plongé dans un monde propice aux rêves et à l'enchantement. La forêt de Brocéliande marque vraiment une sorte de symbiose entre cet imaginaire et le réel. La forêt de Brocéliande continue d'alimenter l'imaginaire des petits et des grands. Ah, Merlin l'enchanteur, ça nous fait encore rêver. Je vous rappelle que ce soir, vous pouvez jouer avec nous pour gagner un chèque de 5 000 € en répondant à la question suivante. De quelle nationalité était l'acteur James Dean? Allemande, américaine ou française? Jouez par SMS en envoyant 1, allemande, 2, américaine, 3, française, au 6 13 13 ou en téléphonant 36 80. Le gagnant sera tiré au sort par notre huissier. Nous vous retrouvons dans quelques instants pour la suite des 30 histoires les plus mystérieuses. Vous découvrirez notamment la terrible malchance qu'a vécue Terry Gilliam, le réalisateur, lors du tournage de son film sur Don Quichotte, mais aussi d'autres histoires à faire frémir. Oui, à faire frémir. À tout de suite. Dans ce village sicilien pourtant si tranquille, un phénomène étrange terrifie les habitants depuis 3 ans. Sans explication, des feux se déclenchent dans les maisons. Cette imposante forteresse regorgerait de phénomènes inexpliqués et de légendes à faire frémir. Dans ce château, on apercevrait régulièrement le célèbre fantôme de la belle Lucie. Pierre Bic n'oubliera jamais cette nuit de 1994. Alors qu'il se promène dans l'arrière-pays niçois, il aperçoit dans le ciel de curieux points lumineux. Cette photo a fait le tour du monde et a été expertisée par de nombreux spécialistes. Aujourd'hui encore, impossible de savoir comment cette personne décédée a pu apparaître à l'arrière de la voiture. Merci à tous. La suite des 30 histoires les plus mystérieuses. Nous avons vu les histoires de palais hantés, comme celui de Venise, ou la voiture de James Dean, mais le cinéma peut lui aussi être maudit. Le réalisateur Terry Gilliam ne l'oubliera jamais. Son Don Quichotte restera dans les annales comme la plus grande catastrophe de l'histoire du 7e art.
Le réalisateur Terry Gilliam avait tout pour faire un film culte. Des acteurs prestigieux, des conditions idéales et surtout un sujet mythique, Don Quichotte. Et pourtant, une impressionnante série d'événements incontrôlables va mettre fin au film en quelques jours. C'est le plus gros sinistre d'assurance jamais réglé dans l'histoire du cinéma. Comment expliquer un tel acharnement du destin? Hasard ou véritable malédiction? Don Quichotte est l'anti-héros du roman le plus lu au monde. Mais ce personnage de Cervantes n'a connu que de piètres adaptations au cinéma. La plus connue étant celle d'Orson Welles, restée inachevée à la mort du cinéaste. Depuis, Don Quichotte a acquis une réputation exécrable pour amateur du 7e art. En août 2000, Terry Gilliam, le réalisateur de Brasil ou du Baron de Munchausen, s'attaque à ce projet qui le hante depuis 10 ans. Et pour tous ceux qui se lancent dans l'aventure, impossible d'ignorer les risques. Effectivement, c'est un enjeu énorme. Quand il y a une malédiction sur le film, il n'a jamais réussi vraiment à se faire, ou s'il y en a qui se sont faits, ça n'a pas été des très très bons films. Et on dit toujours, on va être un peu mieux que les autres. Ça peut faire un peu peur, mais en même temps c'est excitant. Donc il y a un inconnu, il y a un mystère, il y a un enjeu. Donc nous, on avait envie d'y aller très très fortement, évidemment. Ça va être un film extraordinaire. Ça va être beau et terrible à la fois. Le pari est osé, mais avant de démarrer le tournage, des mauvaises surprises viennent menacer le projet. Les acteurs ne sont pas là. We need Vanessa on the 11. No, she's not available. So we are more or less trash. Des acteurs absents, un réalisateur nerveux, la visite des studios ne fera qu'aggraver la situation car le site choisi est inutilisable. Je ne sais pas comment on va faire. Le plateau devrait être insonorisé. Ce n'est pas encore tout à fait une catastrophe. C'est juste que les choses sont un peu différentes. Mais la série noire ne fait que commencer. Premier jour de tournage, l'équipe a déjà perdu beaucoup de temps et d'argent. Et pourtant, un événement incroyable vient encore interrompre le travail. Je ne sais pas quoi faire. On a tous du métier, mais là, on est vraiment impuissants. Deuxième jour, les avions sont partis, le soleil est au rendez-vous. Le tournage va pouvoir vraiment commencer, mais pas pour longtemps. On est quand même au mois de juillet dans un désert au nord de l'Espagne. Se retrouver avec un 50 cm, voire 1 mètre d'eau qui emporte tout dans le désert, ça va être un truc totalement irréel. Quand ça vous tombe sur le dos, on est sans voix, sans réaction et on n'arrive plus à agir. La tempête ravage le décor naturel, le tournage est au ralenti. Mais l'équipe ne s'avoue pas encore vaincue. Des scènes importantes sont prévues le 5e jour avec Jean Rochefort. Mais le sort tragique va s'acharner sur l'acteur. Jean Rochefort, qui monte à cheval quasiment tous les jours depuis des dizaines d'années, est victime d'une double hernie discale. La mort dans l'âme, il abandonne l'aventure. Le cheval, ça fait partie intégrante de sa vie, et que là, en quelques jours, on puisse arriver à une situation dans laquelle il ne peut plus monter à cheval, ça veut dire simplement qu'il y a des éléments extérieurs qui un jour vous tombent dessus, et que du jour au lendemain, la vie peut basculer. On avait tout prévu, et en ayant tout prévu, l'imprévisible arrive quand même. Après l'absence des acteurs, les ennuis techniques, la tempête, la blessure irrémédiable de Jean Rochefort scelle le sort du film. 10 jours après le premier tour de manivelle, Terry Gilliam doit reconnaître l'évidence. On dirait qu'une malédiction plane sur Don Quichotte. Ça a commencé avec un déluge, et maintenant le vent emporte tout. Emporte Don Quichotte loin de l'Espagne, l'emporte à jamais. Le vent hurle, c'est fini. Comme ses prédécesseurs, Terry Gilliam n'a pas échappé à la malédiction de Don Quichotte. Comment expliquer un tel phénomène? Ce symbole de l'échec et de la désillusion hanterait-il tous ceux qui tentent de s'en approcher? Je pense qu'il y a souvent une communication entre le sujet tourné et la manière dont se passent les choses sur un film, parce que tout le monde est un peu imprégné par le sujet,
Et c'est vrai que le sujet de Don Quichotte, c'est-à-dire la rencontre d'un idéal et de la réalité, et là, je trouve qu'il y a eu une communion parfaite entre le sujet et ce qui s'est passé sur le film. Cette accumulation de catastrophes a conduit à un désastre économique et humain. Il a fallu plus d'1 an à Jean Rochefort avant qu'il réussisse à regarder les rares extraits de ce film inachevé. Et à ce jour, les droits appartiennent à la compagnie d'assurance qui a essuyé le plus grand sinistre de l'histoire du cinéma. Ça, c'est pas drôle quand ça arrive, hein. Non, et ça peut arriver, et à ce point-là, c'est quand même très rare. De tous les grands navires transatlantiques, le Queen Mary occupe une place à part. Il était l'un des plus luxueux. À sa retraite, après 30 années de bons et loyaux services et plus de 1000 traversées, il n'a pas été abandonné à la ferraille. Il serait même visité régulièrement par des fantômes. Mais avant cela, un sujet délicat. La perte d'un enfant est la plus insupportable et la plus injuste des douleurs. Certains parents, pour combler le manque et l'absence, vont parfois vivre des expériences surnaturelles malgré eux. C'est le cas d'Anne-Marie. Elle dit entrer en contact avec sa fille Isabelle par le biais de l'écriture automatique, un exercice de concentration bien étrange. Anne-Marie a perdu sa fille en 1983. Mais la peine a rapidement laissé place à l'espoir, car depuis bientôt 20 ans, mère et fille communiqueraient. Une relation mystérieuse qui passe par l'écriture automatique. Une méthode de concentration qui permettrait de communiquer avec l'au-delà. Isabelle était une petite fille comme les autres, mais à 13 ans, on lui diagnostique une leucémie aiguë. Après 3 ans de combat, Isabelle est emportée par la maladie. Le 9 janvier 83, quelque chose m'a réveillée très tôt, une sorte de pressentiment, et je me suis levée, je me suis précipitée à son lit, et là j'ai compris qu'elle allait partir. Et j'ai essayé de la retenir de toutes mes forces, et puis elle est partie, voilà, elle est partie avec beaucoup de souffrance. Et Isabelle représentait tout pour nous, c'était l'avenir, et puis bon, une fille unique. Je dis toujours, je ne veux pas minimiser les autres douleurs, mais un enfant, surtout pour la mère qui l'a porté, c'est une partie de soi qui s'en va. Et c'est la pire des épreuves qui puisse arriver. Anne-Marie est anéantie par ce drame, mais elle compte dans son entourage des personnes qui ont elles aussi perdu un enfant et qui la soutiennent. C'est ainsi qu'on lui recommande de rencontrer Hélène Bouvier, une célèbre médium qui, dit-on, pourrait l'aider. J'ai décidé de la rencontrer, mais c'était plutôt par curiosité, parce que je n'y croyais pas. Hélène me dit, votre fille veut vous joindre. Et quand vous êtes au calme, le soir, prenez une feuille, un stylo, installez-vous, laissez votre main souple, et vous verrez, un jour, vous aurez un message de votre fille. Je voulais bien y croire, mais je demandais des preuves. Et puis j'ai essayé, donc, ce qu'elle me disait, avec une feuille. Et puis pendant des soirs et des soirs, rien ne s'est passé, rien ne s'est passé. Et un soir, je ne sais plus vous dire combien de temps, ça a été à mon avis assez long. Un soir, ma main est partie. Au début, j'ai cru que je déraillais complètement. Comme je suis très cartésienne, j'avais besoin de savoir si je devenais pas folle. Très déstabilisée, Anne-Marie décide d'aller consulter un psychologue. Anne-Marie arrive angoissée. Angoissée comme on peut l'être quand on est justement, oui, quelqu'un de rationnel. Il m'arrive des trucs, je deviens folle, aidez-moi. On s'est vu assez longtemps, au moins une bonne petite année, à raison d'1 fois par semaine. 1 an après, je signais, je me serais mis la main à couper que Anne-Marie était loin d'être folle. Assurément, cette femme a bien les pieds sur terre, mais son contact avec l'au-delà intrigue. Les graphologues font des tests et constatent que l'écriture des messages n'est pas celle d'Anne-Marie. Mais il y a encore plus surprenant. J'ai porté les messages que j'avais au médecin qui était le plus lié avec Isabelle. Et quand il a lu les messages, il m'a dit j'ai retrouvé des choses dans ces messages qu'Isabelle m'avait dites et que vous ne saviez pas. Comment expliquer qu'une femme puisse révéler des informations qu'elle-même ignore totalement? Et que peuvent signifier ces mystérieux messages?
quand j'écris, c'est ma main qui écrit. Et ça n'est pas moi qui pense. Je suis persuadée, maintenant, que ça vient d'ailleurs. Je reçois ces messages. Alors au début, ils étaient pour nous, pour mon mari et moi, pour nous rassurer, pour nous dire qu'elle était bien. Mais maintenant, ils sont pour tout le monde. Ils sont pour apporter une note d'espoir et pour dire que la vie ne s'arrête pas là. Et qu'après, il y a autre chose. Aujourd'hui, Anne-Marie est une mère sereine et sa fille fait bel et bien partie de sa réalité. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout peur de la mort et ça m'a rassurée par rapport à elle. Le 27 mai 1936, après plus de 10 ans de travaux, le Queen Mary quittait le port de Southampton, en Angleterre, pour son premier voyage. Au total, le Queen Mary effectuera 1001 traversées, avant de prendre sa retraite en 1967. Aujourd'hui, c'est un hôtel situé sur les rives de Long Beach, en Californie. Ce navire restera synonyme d'élégance et d'art de vivre. Mais ce qu'on ignore, c'est que des fantômes vivraient à bord. C'est un métier dangereux, celui de marin. Celui de construire les bateaux également, c'était encore pire il y a bien sûr un siècle ou deux. Donc à chaque fois qu'un bateau est construit, il y a des morts. Évidemment, un cadavre, ça donne un fantôme. Alors sur le Queen Mary, le premier du nom, il y a eu évidemment des morts. Et les exemples ne manquent pas. Des bruits étranges, des pleurs d'enfants, des odeurs inexpliquées et même des apparitions. Il y a eu entre autres beaucoup de personnel domestique, de cabiniers, de cabinières qui sont morts. Et évidemment, pendant plusieurs années, on a dit que ces cabiniers et ces cabinières venaient de temps à autre réveiller les gens. Les gens qui regardaient la mer le soir, après dîner, et qui aurait été une main qui serait posée sur eux, qui les aurait tirés en arrière pour éviter qu'ils se penchent trop sur la rambarde du Queen Mary. On raconte aussi qu'il se produirait des phénomènes étranges au bord de la piscine. Alors que le bassin est vide aujourd'hui, des traces de pieds humides apparaîtraient mystérieusement sur le carrelage. Mais l'histoire la plus troublante aurait eu lieu dans la salle des machines. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Queen Mary fut transformé en navire de transport de troupes. Et suite à une erreur de navigation, il percuta un croiseur anglais, causant ainsi la mort de 338 soldats. Un mécanicien se souvient. J'entendais des bruits de tôle comme s'il y avait eu un choc. J'entendais de l'eau, mais il n'y en avait pas. J'entendais des cris, mais il n'y avait personne. Et c'est à l'endroit même où l'on aurait entendu ces bruits venus de nulle part que la collision se serait produite. Depuis près de 80 ans, les témoignages se succèdent et les fantômes du Queen Mary semblent désormais ancrés dans la légende. Et pour l'écriture automatique, qu'on a vu tout à l'heure, c'est vrai que c'est un sujet et un domaine dans lequel il faut quand même rester prudent et vigilant. Aussi célèbre que Nostradamus dont nous parlions tout à l'heure, l'Atlantide est cette île de l'Atlantique jadis engloutie, symbole d'une civilisation disparue, peut-être a-t-elle existé. Des philosophes et des scientifiques du monde entier s'intéressent toujours au mythe de l'Atlantide sans jamais pouvoir l'élucider. Autre lieu qui va bientôt devenir aussi mythique que l'Atlantide, le village de Caneto di Caronia, en Sicile. En effet, un village tout entier s'est enflammé, maison après maison. Alors des experts sont venus sur place, ils ont examiné toutes les hypothèses, à commencer comme toujours par l'électricité bien sûr, mais ils n'ont rien trouvé du tout. Et aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Qui n'a jamais entendu parler de l'Atlantide, ce royaume englouti il y a 25 siècles, où aurait vécu jadis une civilisation riche et puissante? Ce fabuleux continent a-t-il réellement existé et où se trouvait-il? L'Atlantide est sans doute l'histoire la plus controversée de tous les temps. C'est à Platon, le célèbre philosophe grec, que nous devons le premier document écrit évoquant l'Atlantide. Platon tenait l'histoire de son grand-père qui avait été en Égypte.
où les prêtres égyptiens lui avaient raconté l'histoire d'un grand continent disparu qui avait coulé au milieu de l'Atlantique. Il y a des gens comme par exemple Cousteau qui ont vu au fond de la mer le mur de Bimini en particulier. Et puis maintenant que les fonds remontent, on voit apparaître comme le plan d'une ville. Bimini aux Bahamas aurait donc été la capitale de l'Atlantide. Mais les centaines de thèses se contredisent et certains historiens situeraient plutôt ce continent à Gibraltar, en Crète ou même en Grèce. Platon décrit l'Atlantide comme un empire extrêmement conquérant et extrêmement impérialiste. Et il n'est pas du tout impossible que Santorin ait été une de leurs colonies. On aurait donc retrouvé des traces de l'Atlantide un peu partout dans le monde. Il y a des linguistes, il y a des historiens qui ont fait des recherches et qui se sont rendus compte qu'on parlait la même langue des deux côtés sur les deux rives de l'Atlantique. Il y a énormément de tribus indiennes du Mexique qui parlaient des langues tout à fait semblables au basque. Et puis on s'est posé des questions parce que quand est-ce qu'il y a des pyramides en Égypte, il y en a aussi au Mexique. Selon Platon, ce continent mythique aurait été englouti par un gigantesque tsunami en un jour et une nuit. N'existerait-il donc plus aucune trace des Atlantes? Les Atlantes avaient enfoui un certain nombre de documents dans plusieurs endroits, de façon à ce qu'on les retrouve un jour, et une partie de ces documents serait enfouie sous la Grande Pyramide. Mythe universel, aujourd'hui encore, il est difficile de faire la part de l'imaginaire et du réel. Pour présenter le petit village sicilien de Caneto di Caronia, on parlait surtout de sa plage, de la clarté de ses eaux, de ses ruelles animées et de sa douceur de vivre. Mais depuis maintenant 3 ans, le village fait peur. J'ai vu une femme sortir du tapis et là, tout a pris feu. Caneto di Caronia serait le théâtre de phénomènes surnaturels, des incendies mystérieux et inexpliqués. Des appareils électriques retrouvés carbonisés, des téléviseurs qui s'enflamment subitement, des meubles qui prennent feu sans aucune explication. À Caronia, c'est la panique. D'abord 1, puis 2, puis 5, au total 17 maisons sont touchées. Les premiers feux ont commencé à se manifester à la fin de l'année 2003. D'abord, c'était les gaines, puis les fils électriques qui s'enflammaient. En janvier 2004, le phénomène s'est propagé dans tout le village. Il y avait de la fumée qui sortait des prises de courant et des interrupteurs. Même le fil du babyphone de ma petite fille a brûlé. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'il a pris feu en plein milieu, pas du côté de la prise. Ça, c'était vraiment incroyable. Au début des incendies, les habitants de Caronia étaient persuadés que les feux étaient provoqués par des courts-circuits ou par de simples problèmes de surtension. Tout le monde cherchait une explication rationnelle. On a d'abord coupé l'électricité dans le village, et là, stupeur, les feux ont continué de plus belle. La nappe, l'armoire, tout noircissait et se consumait sur place. Le pire, c'est que même quand le courant était coupé, les feux continuaient. Le 12 février 2004, pour tenter de ramener le calme dans le village, le maire de Caneto est obligé de prendre une décision. J'ai décidé de faire évacuer le village à cause du caractère imprévisible des incendies. Même en pleine nuit, les feux démarraient. C'était très dangereux. J'ai fait évacuer 17 maisons. Les habitants ont été relogés et les maisons ont été mises sous scellés. Une longue enquête a alors été ouverte par la gendarmerie locale et l'affaire est même remontée jusqu'à Rome, qui a dépêché sur place plus de 50 spécialistes venus des 4 coins de l'Italie pour résoudre cette énigme pour le moins troublante. Jamais le village de Caronia n'avait connu une telle effervescence. Des ingénieurs en électricité ont alors investi les lieux munis d'appareils des plus sophistiqués. Mais après une série de tests, de mesures et d'observations très élaborées, le verdict est sans appel.
L'origine des feux ne provient pas des circuits électriques. On soupçonne alors la ligne de chemin de fer. Mais encore une fois, réponse négative. Ce fut au tour des spécialistes des champs électromagnétiques, puis des vulcanologues qui cherchaient une éventuelle coulée de lave souterraine. On a vu énormément d'experts défiler. Chacun était on ne peut plus compétent dans sa spécialité. Mais ça ne nous a apporté aucune réponse. Aucune des hypothèses formulées n'a pu être validée. Face à l'impuissance de la science, la rumeur gronde dans les ruelles de Caneto. Et si ces incendies étaient l'œuvre du diable? Au bout d'un moment, on ne peut écarter aucune hypothèse. Comme personne n'était en mesure de nous expliquer scientifiquement le phénomène, on ne comprenait plus rien. Comme il n'y avait aucune version officielle, on a fini par envisager certaines choses. Mais ici, le diable, on ne veut pas y croire, et les villageois s'opposent fermement à la venue d'un exorciste. Depuis un peu plus de 6 mois, les feux se seraient calmés, emportant ainsi les frayeurs des habitants enfumés. Mais pour combien de temps? On continue à enquêter, hein. Oui, puis le jour où vous savez, vous m'expliquez. Pas de problème. Les histoires de fantômes présentent souvent quelques points communs. Elles mettent en scène une jolie jeune femme, victime de l'injustice ou de la jalousie. Sa vie n'est qu'une prison au sommet d'une tour. Et alors, forcément, par vengeance à sa mort, elle hante les lieux pour l'éternité. Le château de Vos ne déroge pas à cette règle. Certaines nuits, les plus vaillants incrédules y ressentent parfois comme un étrange malaise. Et puis surtout, il y aurait un témoin qui aurait authentifié la présence de la belle Lucie. Non loin de Vichy, le petit village de Vos surplombe les vastes plaines de l'Allier. Nous sommes au centre de la France. Ici, tout paraît calme et serein. Et pourtant, le château du village abriterait un fantôme, et ce, depuis plus de 300 ans. Il aurait même été photographié. Cette imposante forteresse de 400 pièces, dont la construction débuta sous le règne de Charlemagne, regorgerait de phénomènes inexpliqués et de légendes qui se sont transmis au fil des siècles. L'histoire du fantôme du château de Vos aurait débuté en 1560, avec Lucie, une jeune et jolie domestique dont le baron Guy de Daillon tomba fou amoureux. Inconsolable, la baronne fit enfermer la belle Lucie dans l'une des tours du château. Celle-ci mourut de soif et de faim. Depuis, et selon l'ancien propriétaire des lieux, certaines nuits de pleine lune, aux 12 coups de minuit, le fantôme de Lucie apparaîtrait sur le chemin de ronde. Une histoire assez complexe. Pour mon compte, j'y crois plus ou moins. Maintenant, avoir ressenti des choses en voyageant dans le château avec le précédent propriétaire, effectivement, on a les cheveux qui dressent sur la tête un peu par moment. Simplement en sentant l'atmosphère du château. Pas tellement dans le village que l'on parle de Lucie, ce sont plutôt des personnes, des touristes qui nous interpellent en nous demandant si nous l'avons déjà vu. Et pour ma part, je ne crois pas aux fantômes. Je ne l'ai jamais vu. Il y a quelques mois, un homme est venu dormir chez nous. Au bout d'une heure, il est redescendu un peu troublé et il nous a dit « Je suis monté, je suis allé dans la chambre que l'on m'a attribuée et il y avait une jeune femme assise sur le lit. » Simple légende ou véritable présence, le fantôme de Lucie attire et passionne les curieux et les spécialistes du surnaturel. Lorsqu'elle était enfant, Aurore, la petite fille du parapsychologue Raymond Réan, se trouvait aux côtés de son grand-père pour mener l'enquête un soir d'août 1984. 22 ans plus tard, elle revient dans ce château où elle aurait été le témoin privilégié d'une expérience pour le moins troublante. Donc c'est vrai que j'étais très impressionnée déjà par les lieux. On ressentait quand même quelque chose d'assez bizarre. Nous avons été installés dans la salle des pendus et 2 techniciens donc étaient installés dans la tour de l'horloge de façon à pouvoir justement enregistrer et photographier, voire filmer le phénomène. Après les 12 coups de minuit, à peu près, nous avons entendu en fait un grand hurlement dans la cour du château.
J'ai dit Lucie viens vers moi, donc j'ai vu ce phénomène lumineux sous la forme d'une sphère se déplacer, venir droit devant moi, donc à quelques centimètres, je dirais qu'elle était à 30 centimètres devant moi, et à ce moment-là, j'ai eu un mouvement de recul, et je lui ai dit va-t'en. Pendant l'apparition, un ingénieur du son aurait enregistré un son puissant et inexpliqué, alors que tous les appareils étaient éteints, et une photo du phénomène aurait même été prise. Ce cliché du fantôme a été expertisé et certifié authentique. Je dirais que je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc à partir de ce moment-là, lorsque vraiment, on s'est rendu compte que toutes les hypothèses avancées, toutes les hypothèses cartésiennes en fait sont écartées, on est obligé d'admettre qu'il y a une autre réalité. Des témoins formels, une photo certifiée, le secret de Lucie sera-t-il un jour révélé ? Alors, c'est votre dernière chance de jouer avec nous ce soir et de gagner un chèque de 5 000 € en répondant à la question suivante. De quelle nationalité était l'acteur James Dean ? 1. Allemande, 2. Américaine, 3. Française. Jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 6 13 13 ou en téléphonant au 36 80. Le gagnant sera tiré au sort par notre huissier. Absolument. À suivre après la publicité des histoires d'OVNI, de photos paranormales et surtout de curieux visages qui apparaissent dans le sol d'une maison. À tout de suite. Belmez, au nord de l'Andalousie. Dans cette maison, des visages se dessinent sur le sol de la cuisine. Depuis 30 ans, personne n'a pu trouver la solution à ces curieuses apparitions. Depuis 2500 ans, les lignes de Nazca intriguent. Les dessins qu'elles représentent ne sont visibles que du ciel. Personne ne sait comment, par qui et surtout pourquoi elles ont été tracées. Uruf, petit village lorrain. Dans la nuit du 11 au 12 mai 1977, une sexagénaire est retrouvée sur le plancher, réduite à l'état de cendre, et ce sans raison apparente. C'est le mystérieux phénomène de la combustion spontanée. Vous êtes bien sur le plateau des 30 histoires les plus mystérieuses. Vous allez découvrir maintenant les 5 histoires les plus incroyables et les plus exceptionnelles. À en croire ce que l'on a vu, chaque région de France aurait sa part de mystère. Le col de Vence, dans les Alpes-Maritimes, est devenu l'un des sites les plus réputés pour les passionnés de l'étrange, puisque des ovnis y feraient des apparitions régulières. Beaucoup de gens ont témoigné dans ce sens, confirmant l'existence d'événements invraisemblables. Je vous l'accorde, tout cela n'est pas très rationnel. Un paysage lunaire, des pierres séculaires, une atmosphère étrange, nous sommes dans l'arrière-pays niçois. Ce site, chargé d'histoire et de mystère, était autrefois appelé la vallée du diable, où vécurent les Romains, puis les Templiers qui y bâtirent la petite chapelle Saint-Barnabé. Un lieu étonnant et unique, qui serait depuis des siècles le siège d'événements insolites et inexpliqués, puisqu'ici même, en 1608, un certain Pierre Meunier aurait vu des chariots de feu apparaître dans le ciel du col de Vence. Alors énigme ou hallucination ? Je montais soir avec ma femme et puis mon fils, et ce soir-là, c'est carrément un objet physique qui est apparu dans le ciel, au-dessus de la montagne, en 3 grosses lumières, qui formaient un triangle parfait, qui était dégustable, donc ça faisait vraiment un truc gigantesque. Et ça avançait très lentement, c'était même majestueux. Et toutes les personnes, les 4 témoins, ont tous vu identique. Depuis cette fameuse nuit de 1994, Pierre Big s'est passionné pour ces mystérieux points lumineux aperçus dans le ciel du col de Vence. Et quand c'est eu cette apparition, il y a eu un silence total. C'est un silence qu'on appelle, nous, on va dire, un silence de mort, quoi. C'était un silence de cathédrale à la limite. C'était vraiment surprenant, parce que le silence plus ça, c'était... on savait pas quoi dire, quoi. C'était, on contrôlait plus notre corps, on n'était plus maître de soi-même. Ça s'est dématérialisé, en fait. Voilà. Le truc a disparu comme ça sur place. Sans faire le moindre bruit, sans laisser la moindre trace. C'est vraiment le truc de science-fiction qui devenait réalité. Et qu'on ne rêvait pas. Depuis, il retourne sur les lieux 2 à 3 fois par semaine, avec à ses côtés d'autres passionnés. Ils n'ont plus qu'une seule obsession, comprendre.
vais expliquer ce que j'avais vu à des scientifiques, à des gens, à des astronomes professionnels. Personne n'a pu me donner une réponse. Donc je me suis dit, si ces gens-là, entre guillemets professionnels, ne comprennent pas ce que je suis en train d'expliquer, alors moi, il faut que je sache. Manifestations atmosphériques, engins militaires secrets ou ovnis. Pour éviter toute confusion et ne rien laisser au hasard, il vérifie chaque soir les heures de passage des satellites dans le ciel. La traque à la moindre information se poursuit. Depuis très jeune, j'ai toujours fait de l'astronomie, donc c'est quelque chose d'assez quand même très rationnel. Hein, je veux dire, quand on voit pour la première fois ce phénomène arriver, c'est vrai qu'on sent que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment, qui n'est pas comme nous, quoi. À ce jour, personne n'a pu révéler de façon formelle l'origine de ces points lumineux. Régulièrement, la presse locale et nationale relance le débat. Les scientifiques s'interrogent et les gendarmes recensent les témoignages, mais l'énigme reste sans réponse. Pourtant, depuis 1977, un service d'expertise des phénomènes atmosphériques rares a été créé au sein du CNES, le Centre national d'études spatiales. 6000 témoignages troublants sont ainsi recensés en France. On est parti des documents qu'on avait à notre disposition, rapports de gendarmerie en particulier, qui étaient collectés depuis 1954 en France. On a organisé des équipes d'enquête qui sont allées sur place. Et là, on a pu enregistrer quelques cas pour lesquels il y avait des traces au sol, pour lesquels il y avait des événements qui attestaient qu'on était en présence d'événements tout à fait insolites. À ce jour, 13% des cas observés seraient des phénomènes dits non identifiés. Les experts disaient, non, ça correspond à rien de connu, ni en termes météorologiques, ni en termes d'objets circulant dans le ciel. Des phénomènes pour lesquels aujourd'hui on n'a pas du tout de réponse. Je dois dire qu'aujourd'hui, malgré toutes ces tentatives, il n'y a pas dans le monde scientifique un crédit apporté à ce sujet. Donc on continue à le traiter comme un sujet mineur de société dans lequel on regarde ça avec plutôt un regard amusé dans le monde scientifique, alors que on a des éléments qui permettent de nous dire aujourd'hui qu'il y a réellement des phénomènes, des objets physiques qui ont évolué, qui continuent peut-être d'évoluer dans notre atmosphère, et cela sans que nous puissions les contrôler. Une porte s'ouvrirait-elle vers l'inconnu? Le débat est ouvert. Nous sommes dans l'est de l'Angleterre, dans la ville d'Ipswich. Le 22 mars 1959, Mabel Shinnery et son époux Jim se rendent au cimetière où est enterrée la mère de Mabel. Ils sont venus prendre des photos de la tombe. Pour finir la pellicule, Mabel décide de prendre une photo de son mari assis au volant de sa voiture. Quand j'ai regardé dans l'objectif, tout ce que j'ai vu, c'est mon mari dans la voiture. Je l'ai pris en photo. C'est aussi simple que ça. Mais lors du développement de la photo, l'incroyable se produit. On aperçoit une silhouette assise sur la banquette arrière. J'ai pris la photo et je l'ai montrée à un ami. Il m'a dit « C'est ta mère à l'arrière ». J'étais abasourdie. Cela paraissait invraisemblable. Et pourtant, elle était là. C'était incroyable. Je la reconnaissais bien. La chose la plus extraordinaire, c'est qu'elle avait l'habitude de s'asseoir à cet endroit dans la voiture quand elle était avec moi. Elle pouvait donc me parler quand je conduisais. La photo est confiée aux plus grands experts qui la jugent authentique et par conséquent sans aucun trucage. Cette photo a vraiment tous les aspects d'une photo authentique et très interpellante. Cette photo a été vraiment très expertisée. C'est donc une des photos qui a fait l'objet de plus d'attention, disons. Et on se rend compte que là, on n'a pas du tout d'explication rationnelle à donner. Les photos paranormales que nous avons, nous, examinées confirment tout à fait cela. Celles qui sont considérées comme paranormales sont souvent sur fond de deuil. C'est-à-dire c'est une personne disparue qui apparaît sur la photo. Et c'est cela qui doit retenir notre attention. Et ce grand point d'interrogation qui nous ferait dire que c'est la preuve de contact possible avec l'au-delà. Pour le couple Shinnery, c'est un véritable témoignage de l'au-delà. Jim se souvient d'ailleurs des dernières paroles de sa belle-mère. Avant de mourir, elle m'a dit qu'elle serait toujours à mes côtés. Je crois qu'il vaut mieux accepter le fait que la photo soit paranormale et pour lesquelles on n'a pas d'explication à donner. Anomalie photographique, supercherie ou réel signe d'une présence de l'au-delà,
les témoins et les experts de ce phénomène n'ont jamais trouvé la clé du mystère. Vous avez dit que c'était quand même impressionnant. À 450 km au sud de Lima, au Pérou, apparaissent sur des grands plateaux les fameuses lignes de Nazca. Peut-être les avez-vous déjà vues. Sur plus de 500 km2 sont gravées à même le sol 70 figures immenses représentant des animaux ou des végétaux d'une originalité et d'une géométrie incroyable. Et le plus étonnant reste que ces figures ont plus de 2500 ans et que personne ne peut expliquer comment elles ont été réalisées. Entre l'océan Pacifique et les Andes péruviennes, un plateau désertique porte les marques immenses et mystérieuses d'une civilisation disparue il y a plus de 2500 ans, les Nazca. Dans cette région désertique, d'étranges lignes ont été tracées sur plus de 500 km². Des lignes qui représentent des formes géométriques, des animaux, des plantes, et qui ne sont visibles que du ciel. Les tracés de Nazca ont été découverts au début du XXe siècle lors d'un survol de la région en avion. 18 représentations animales sont alors identifiées, gravées dans le sol, dont un singe de 135 mètres, une araignée, un condor. Des figures qui peuvent atteindre jusqu'à 1 km de long. Et si ces formes ne sont visibles que du ciel, une question se pose alors. Pour qui, par qui et pourquoi ont-elles été tracées ? En réalité, il n'y a pas d'explication convaincante, ce qui a donné cours à de nombreuses hypothèses, dont certaines extravagantes. Par exemple, on dit qu'elles auraient été faites par des personnes capables de voler, donc des personnes venues du ciel. C'est une hypothèse que beaucoup de Péruviens veulent croire. Certaines lignes ressembleraient même à de gigantesques pistes d'atterrissage. Et plus surprenant encore, cet étrange dessin baptisé par les Péruviens « l'homme extraterrestre ». Pour tenter d'élucider le mystère qui entoure ces lignes, il faut se référer aux traditions Nazca qui proposent différentes hypothèses. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Un calendrier solaire qui reflète les astres, des canaux d'irrigation très utiles dans cette zone aride. Et ces derniers temps, une nouvelle hypothèse a été mise en avant par les archéologues. Ces figures auraient servi à des rites religieux. Alors, rites funéraires, observations astronomiques ou signes d'une présence extraterrestre? Il n'y a pas de conclusion réellement satisfaisante. Ces lignes de Nazca restent une énigme pour les spécialistes qui reconnaissent leur impuissance à expliquer comment ces dessins ont été faits, pourquoi et pour qui. Nul ne peut contester ce formidable trésor archéologique laissé par un peuple qui a souhaité immortaliser les traces d'un savoir. Les années se suivent et les lignes de Nazca continuent à stupéfier les touristes et à déconcerter les historiens. Leur message est peut-être inscrit dans le sol, mais le désert refuse toujours de dévoiler ses prodigieux secrets. En attendant, ces lignes de Nazca sont considérées par l'UNESCO comme patrimoine culturel de l'humanité. C'est vrai. À sa mort il y a 2 ans, Maria Pereira n'aura jamais percé le mystère de sa maison. Il a pourtant perturbé sa vie pendant près de 35 ans. Écoutez bien, un jour, elle découvre dans sa cuisine des visages humains dessinés sur le sol. Elle a beau récurer, refaire le sol de sa maison, jamais elle ne réussira à s'en débarrasser. Et finalement, ce sont plus de 3000 visages qui viendront perturber son quotidien. Une histoire impensable s'il n'y avait pas ces images. C'est notre numéro 1 ce soir. Belmez de la Moraleda, petite ville située au nord de l'Andalousie. Ses habitants y mèneraient sans doute une vie tranquille s'ils n'étaient pas tourmentés depuis 35 ans par de très étranges visiteurs. C'est dans cette maison apparemment banale que se produit l'un des phénomènes les plus incompréhensibles de notre époque. De mystérieux visages apparaissent sans que l'on puisse savoir ni d'où ils viennent, ni qui ils sont. À ce jour, il n'y a aucune explication.
Le 23 août 1971, au numéro 5 de la rue Rodriguez Acosta, Maria Pereira, comme à son habitude, s'apprête à préparer le repas familial. Mais ce jour-là, contrairement à ce qu'elle croit, Maria n'est pas seule. J'étais en train de faire la cuisine lorsque j'ai remarqué une tache sur le sol. Mais plus je regardais cette tache, et plus j'avais l'impression de voir un visage apparaître. Je me disais que je devais avoir de la fièvre, alors j'ai préféré appeler mes voisines pour qu'elles viennent voir. Nous avons voulu vérifier par nous-mêmes, et on a découvert un spectacle effrayant. Oh oui, on a eu très peur. Le visage apparaissait, puis disparaissait dans le sol. On ne savait pas ce qui se passait. Et puis un autre visage, et encore un autre. Personne ne comprenait. Maria ne veut pas chercher à comprendre. Tout ce qu'elle souhaite, c'est faire disparaître ce qu'elle croit être de simples traces. Je me mettais à nettoyer avec du détergent. Les traces partaient, mais peu après, elles réapparaissaient à un autre endroit. Ce phénomène commence à inquiéter la famille Pereira. Pour en finir une fois pour toutes, Miguel, le fils de Maria, décide alors de refaire entièrement le sol de la cuisine. J'ai pris une pioche et j'ai retiré les morceaux sur lesquels étaient les visages. Et puis, j'ai remis du ciment frais. Quand je suis revenu vers minuit, j'ai allumé la lumière. Et là, j'ai vu ce visage qui me regardait. Très vite, la nouvelle se répand et prend une ampleur nationale. La maison des Pereira est assaillie par une foule de curieux, intrigués par cette manifestation surnaturelle. Je ne pouvais plus aller dans ma cuisine. Il y avait tellement de gens que la Guardia Civile est même venue assurer la sécurité. On ne se sentait plus chez nous. On ne pouvait plus vivre normalement. Désemparée, Maria se tourne vers le gouverneur de la province qui convoque des scientifiques et des parapsychologues. On refait une nouvelle fois le sol de la cuisine, puis la pièce est fermée pendant 3 mois. Portes et fenêtres scellées. 3 mois plus tard, on ouvre la pièce et on constate alors l'inimaginable. 17 nouveaux visages sont apparus. Les scientifiques ont essayé de chercher des raisons, ils n'ont rien trouvé. Après analyse de la texture, effectivement, on s'aperçoit que les visages apparaissent, mais que ça vient bien d'en dessous, du ciment. Il n'y a au-dessus ni trace de peinture, ni de crayon, enfin je veux dire, il n'y a pas d'esquisse, il n'y a rien du tout. Donc, ces visages se sont créés à l'intérieur du ciment et sont apparus au-dessus. L'explication ne provient donc pas du sol. On ordonne alors des fouilles, on creuse jusqu'à 3 mètres de profondeur, et là on y fait une incroyable découverte. Eh bien, ce qui est mystérieux, c'est que, en fait, la maison avait été construite sur un cimetière datant de l'époque du XIIIe siècle, et on a retrouvé des ossements d'enfants adolescents décapités. Un ancien cimetière, des dépouilles massacrées. Plus tard, les enquêteurs retrouvent aussi des photos de personnes qui auraient été torturées dans cette maison pendant la guerre civile. Devant ces nouvelles découvertes, 2 parapsychologues de renom approfondissent leurs expérimentations et procèdent notamment à des tests acoustiques. Ces enregistrements vont se révéler des plus troublants. On perçoit des cris, des plaintes, des lamentations. Certaines personnes qui ont une mort violente, ça peut être effectivement démontré, qui sont massacrées, qui sont torturées, ont quelque chose à demander à une personne qui est capable de les recevoir, de comprendre le message. Mais alors ces visages chercheraient-ils à communiquer? Et si c'est le cas, avec qui? Une fois, j'ai eu un problème de santé et j'ai dû me faire hospitaliser. Je me faisais beaucoup de soucis. Et à ce moment-là, les visages ont changé d'expression. On m'a dit que pendant mon absence, les visages avaient changé. Ils étaient devenus tristes. Policiers, scientifiques, journalistes, tous ceux qui ont essayé d'étudier ce phénomène sont unanimes. Les figures disparaissent et réapparaissent sous des expressions différentes. Mais le plus stupéfiant, c'est que ces expressions semblent liées aux émotions de Maria. C'est ce qu'on appelle la téléplastie. Maria reçoit mentalement les souffrances et les plaintes des âmes violemment disparues dans cette maison et les matérialise sous forme de visage. Les gens ont beau dire ce qu'ils veulent, moi, je suis une femme normale. Maria est décédée le 3 février 2004 à 85 ans. Cette femme était peut-être la seule personne à pouvoir expliquer ce mystère. En tout cas, difficile d'imaginer une supercherie, car ce sont plus de 3000 visages qui sont apparus en 35 ans, et aujourd'hui encore, ils sont toujours là. On ne comprend pas pourquoi Maria Pereira aura inventé
quelque chose dans ce sens-là, ou sa famille, il n'y avait rien à gagner du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui a énormément perturbé la vie de la famille. Et Maria s'est demandé jusqu'à la fin de ses jours, justement, ce qu'elle avait bien pu faire pour attirer ce phénomène. À la mort de Maria, la maison a été mise en vente. Elle n'a pas trouvé d'acheteur. Pourtant, des dizaines de milliers de personnes sont venues contempler ses visages. Et jusqu'à ce que l'on perce cet incroyable mystère, cette maison risque de rester encore longtemps inhabitée, sauf par ces étranges visiteurs. En tout cas, entre les visages de Maria, la côte qui descend, tous les reportages qu'on vous a présentés ce soir, il y a matière à débat à la maison pour la nuit. Hein. Un numéro 1 qui s'est bien mérité. Alors, vous avez peut-être joué avec nous ce soir et vous avez peut-être gagné. Le nom de l'heureux gagnant ou gagnante s'affiche en bas de votre écran. Il fallait répondre à la question suivante. De quelle nationalité était l'acteur James Dean? Et la bonne réponse était américaine. Et voilà, les 30 histoires les plus mystérieuses, c'est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Jacques de m'avoir supporté. Merci au public pour votre soutien. Bonne soirée. À bientôt sur TF1 pour une nouvelle émission. Merci, bonsoir. Bonsoir, Jacques.